Salut à tous. Alors, on se retrouve pour un live un peu spécial aujourd'hui, comme vous le voyez. Je suis pas derrière mon PC, on est sur ce magnifique plateau du NPA. Et on se retrouve pour ce live où je vous ai tant teasé, n'est-ce pas, notre fameuse interview, entretien, discussion, vous appelez ça comme vous voulez, avec Olivier Besancenot, donc porte-parole du NPA, qui est juste là à côté de moi. Bon, on va commencer du coup. Donc j'ai une petite introduction à lire pour présenter un peu Olivier Besancenot, que vous connaissez probablement. Mais j'écris une petite intro, donc on va partir là-dessus, et puis après on va discuter pendant à peu près 2 heures, peut-être un tout petit peu moins, mais en gros jusqu'à 13h30 pendant 1h45. Quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Besancenot. Ah oui, le facteur. Quel Français n'a jamais entendu cette phrase lors d'une discussion politique avec de la famille, des amis ou des proches? Il faut dire que ça marque un candidat à la présidentielle qui a un vrai boulot à côté. Un candidat à la présidentielle qui, accessoirement, est un travailleur. Car c'est comme ça, en tant que candidat à la présidentielle en 2002 et en 2007, que la plupart des Français se souviennent d'Olivier Besancenot. Hyper-présidentialisme de la Ve République oblige. Mais chez nous autres, les gauchistes, c'est aussi un militant d'extrême gauche très apprécié et dont les prises de parole médiatiques sont tout particulièrement prisées. D'aucuns diraient sur Internet qu'Olivier Besancenot est même basé. Mais Besancenot, c'est aussi à peu près 35 années de militantisme, à partir de 1991 à la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire, devenue NPA, nouveau parti anticapitaliste en 2008, et dont il est aujourd'hui l'un des visages incontournables. Le NPA? Oui. Mais lequel? Ah, trop marrant, super la blague, hein, on l'a jamais faite. Bon, faut dire que c'était un poil le bordel au NPA ces dernières années. La faute à un changement de ligne peut-être? On va justement pouvoir en discuter. Mais nulle inquiétude, on va pas passer 2 heures là-dessus. Il y a tout un tas de sujets que j'ai envie d'aborder. Quelle vision de l'unité à gauche? Comment résister face au fascisme qui est déjà quasiment au pouvoir? Ça fait quoi de se retrouver à On n'est pas couché face à Yann Moix et Natacha Polony? Ça veut dire quoi être révolutionnaire en 2025? Quel lien entre le militantisme et l'art, la culture? Est-ce que le 18e arrondissement de Paris est le meilleur arrondissement de Paris? Tant de choses on va pouvoir discuter aujourd'hui. C'est pourquoi je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Bon, on n'a pas de public, mais applaudissez chez vous, allez-y. Un tonnerre d'applaudissements pour Olivier Besancenot. Salut. Salut, ça va du coup? Ça va, impeccable. Ok, Quelle présentation. Ah, ça va, ça t'a plu? Impeccable, Ça super. t'a fait honneur, super. Du coup, déjà, je voulais te remercier d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Et merci au NPA de nous accueillir dans ces locaux qui sont, si je dis pas de bêtises, des locaux historiques du NPA. Ça fait combien de temps à peu près enfin, de la LCR avant le NPA? C'est ça, avant c'était la Ligue communiste révolutionnaire et c'est des locaux qui ont une histoire particulière puisque ça a été, et ça reste encore, les locaux d'une imprimerie militante qui a tiré et qui tire encore nos publications militantes à nous, mais aussi plein de publications militantes de différentes organisations du mouvement social. Et ça depuis 1976. 1976, ah oui, ouais. C'était Giscard d'Estaing à l'époque, ça commence à dater un petit peu. Je sais pas, même moi je m'en souviens pas, mais par contre, en tous les cas, on a publié à ce moment-là Rouge, qui était donc le journal de la Ligue communiste révolutionnaire et qui un temps a été un quotidien. Et d'ailleurs, on a fait un film documentaire sur ce sujet. Voilà, la page de publicité est refermée. Ça marche, ok, super. Donc toi, du coup, ça fait depuis 1991 que tu es à la LCR, donc ça veut dire que ça fait à peu près une trentaine d'années que tu traînes dans ces locaux. Ouais, ça fait même un peu avant en fait. J'ai commencé à militer en 1987-1988. Ouais. Okay. C'était directement la LCR ou pas? C'était l'organisation de jeunesse de la LCR, les Jeunesses communistes révolutionnaires, et puis la Ligue communiste révolutionnaire très vite. Ouais. Ça marche. Alors du coup, on peut commencer par là, commencer un petit peu par le début. La question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu t'es retrouvé encarté dans un parti communiste révolutionnaire vers 17-18 ans, voire même un peu moins, puisque tu étais dans les comment ça s'appelle, les JCR, ça? Les JCR. Vraisemblablement, c'est pas une erreur de jeunesse, puisque tu es encore aujourd'hui, une trentaine d'années plus tard. Mais qu'est-ce qui fait qu'à 18 ans, un peu moins même, on décide de rejoindre un parti qui soit communiste révolutionnaire? Qu'est-ce que ça représentait pour toi? Et même qu'est-ce que ça représentait plus largement à l'époque, la Ligue communiste révolutionnaire? Moi, en fait, je suis rentré à 14-15 ans et je suis rentré sur la thématique de l'antiracisme, tout simplement. Okay. Il y a une agression raciste, il y a eu une mobilisation avec plusieurs potes. À l'époque, il y avait une organisation qui ne ressemble pas vraiment à ce qu'elle est devenue, qui s'appelait SOS Racisme, qui mobilisait un peu largement. Et dans SOS Racisme, il y avait des militants et des militantes de tous bords. Voilà, il y avait de la gauche institutionnelle, de la gauche révolutionnaire, il y avait des cathos de gauche, il y avait un peu de tout. Et moi, on a été voir collectivement avec Erim qui était mon pote et mon camarade et qui nous a quittés malheureusement. On a été voir les révolutionnaires parce qu'on avait envie d'aller à la racine du problème, quoi. Okay. Voilà. Mais on est tombé sur ces militants révolutionnaires. J'aurais pu peut-être tomber sur d'autres. Ça s'est fait comme ça. Mais depuis, en tous les cas, je suis resté dans ce courant avec des hauts, des bas, avec des illusions, des désillusions, avec des espoirs, des moments forts. Mais une grille d'analyse pour comprendre le monde et puis plein de rencontres super chouettes. Okay. À l'échelle aussi internationale, puisque on a la spécificité d'être attaché à une internationale. C'est la 4e internationale? C'est la 4e, c'est ça. C'est ni la 3e ni la 5e qui n'existe pas, c'est la 4e. Bon, le chiffre a son importance historique, chronologique, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Je crois que l'atout de ça, c'est de comprendre qu'on peut...
que même dans les moments difficiles, par-delà les frontières, il y a des gens qui, au-delà de leur vraie langue, parlent la même langue politique que nous, et ça c'est inappréciable. Et ça, on l'a fait vivre, et ça a compté pour moi, c'est pour ça que je t'en parle, dans mon engagement, parce que j'ai participé très vite à ce qu'on appelle les rencontres internationales de jeunes, de la 4e internationale, qui se tiennent encore chaque année. Cette année, ça sera en Belgique. Moi, à l'époque, c'était en Espagne, et ça m'a marqué, parce que je me suis dit, voilà, il y a... Par-delà les frontières, il y a quelque chose qui se passe, tu as une impression un peu disproportionnée d'appartenir à un camp plus vaste, qui n'est pas si vaste que ça, mais mine de rien, ça a sa part d'importance. Et de nos jours, je pense que l'internationalisme, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ouais, ça se voit d'autant plus avec l'actualité récente, clair. Trump qui s'allie quasiment officiellement avec Poutine, etc., etc. On en parlera un petit peu plus tard de ça, mais ok, d'accord. Alors c'est marrant ce que tu dis, parce que toi, du coup, ça serait plus l'antiracisme qui t'a fait rentrer dans le militantisme à la base, et c'est le fait qu'il y ait des militants révolutionnaires sur place en train de faire un travail militant qui fait un petit peu par hasard que tu t'es retrouvé dans ce parti et pas un autre. Et moi, ça fait écho aussi à moi, mon parcours un petit peu, parce que moi, avant d'être un gros SOSDEM qui vote pour la France insoumise, et un jour, j'ai rencontré un gars à la fête de l'Humanité, et c'était un militant de lutte ouvrière, et du coup, je me suis retrouvé, alors j'ai jamais été encarté à lutte ouvrière, mais dans ma formation politique, c'est un truc assez important, parce que c'est vraiment ma formation politique. Mais il se trouve que là, j'avais rencontré un mec de lutte ouvrière, qui était là, un petit peu par hasard à la fête de l'UMA, qui a décidé d'aller militer dans ma direction. Comme on dit, il m'a offert un bouquin, donc ça c'est un peu tout le modus operandi de lutte ouvrière, vraiment, on offre un bouquin, on va boire un café, on en discute, avec vraiment une grosse composante intellectuelle, vraiment. Et ce qui fait que c'est des très bons partis pour se former, d'un point de vue militant. Et oui, moi c'est un petit peu la même chose, ça aurait été pas un mec de lutte ouvrière, mais un mec par exemple du NPA, ou même peut-être du PCF, qui sait, j'aurais peut-être eu un parcours un petit peu différent, quoi. Et ça montre aussi peut-être à quel point c'est important de militer sur le terrain, parce que parfois ça crée une rencontre qui peut vraiment bouleverser une vie, quoi. C'est clair, une pratique collective, une pratique commune. Là, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, les bouquins, je suis rentré dedans, mais très tard, en fait, tardivement, dans une organisation, la LCR, qui m'ont proposé, moins que lutte ouvrière, on va dire, mais qui en proposait quand même. J'étais un peu rétif à ça, je ne sais pas pour quelle raison. Et puis, progressivement, moi, je suis entré dans les lectures politiques par Che Guevara. En fait, on m'a mis un bouquin du Che entre les mains, les écrits politiques du Che, qui étaient à l'époque édités chez Maspero, avec une édition qui avait été faite pour nous intéresser aux écrits politiques du Che, qui avait été faite par Michael Louis, qui était déjà un camarade, mais qui est devenu en plus un ami, un complice depuis. Et du coup, ça m'a donné envie de lire le Che, qui est tout à fait accessible, et qui te renvoie à Marx, par exemple, et Pars Biela, en fait. Mais ça a été tardif. C'est-à-dire, moi, j'étais plus dans l'action pendant longtemps, voilà, en me disant on verra plus tard pour la réflexion. Mais comme tu le disais, on est aussi dans, quelle que soit l'obédience, dans une situation politique, et c'est encore pire aujourd'hui, où tu rencontres plus facilement des gens qui ne sont pas d'accord avec toi que des gens qui sont d'accord avec toi. Donc il faut aller piocher des arguments. Et les arguments, on ne les invente pas de nous-mêmes. Il y a aussi des générations qui se sont battues avant nous pour les mettre sur la table, pour nous permettre d'y réfléchir. Donc la lecture, c'est quelque chose de super important. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Yes, j'ai un petit extrait. Alors, c'était pas pour parler spécialement du rapport à la lecture, du rapport militant à la lecture, on va dire, mais je pense qu'on peut le regarder maintenant. C'était plus pour parler un petit peu de ton parcours médiatique. Aussi, à côté de ton parcours militant, on y reviendra un petit peu à côté. Mais donc, du coup, comme je disais dans l'introduction, ce qui t'a fait connaître aux yeux du grand public, c'est évidemment l'élection présidentielle de 2002, dans laquelle tu étais candidat pour la LCR. C'était pas encore le NPA, ni en 2007 d'ailleurs, c'était en 2008 le passage au NPA, si je dis pas de bêtises. Et alors du coup, tu étais déjà, si je dis pas de bêtises, le candidat le plus jeune à l'élection présidentielle de l'histoire de la Ve République à cette époque-là. C'est possible. Je me demande s'il n'y a pas une petite compétition avec Alain Krivine, qui était candidat de la Ligue communiste, lui. Et la première fois, je crois qu'il était bidas, il était appelé, donc c'est pas exclu qu'en fait, il était plus jeune que moi. D'accord. Voilà, mais ça, c'est pour la petite histoire. C'était pas la Ve République Si. Ah si, c'était déjà la Ve République. Ok. Et bref, ouais, du coup, on t'a connu à ce moment-là. Et après, du coup, tu as fait un petit buzz, on va dire, et notamment après, tu as eu pas mal de passages médiatiques qui ont été assez remarqués, parce que, je sais pas, à la télévision, ils se sont dit, mais qui c'est celui-là, un jeune communiste qui a l'air assez sympathique. Je pense que ça a pu jouer aussi pour le fait d'être accepté dans les médias, on va dire, dans les médias dominants qui parfois, rechignent un peu à inviter des communistes, et encore pire, des révolutionnaires, j'ai envie de dire. Mais du coup, ça t'a permis d'avoir un accès aux médias, et après, t'as quand même eu pas mal de passages assez remarqués dans les médias. Du coup, j'ai compté là sur YouTube, en tapant juste « On n'est pas couché Besançon dans YouTube », je trouve 7 passages « On n'est pas couché », donc entre 2006 et 2018, un tous les 2-3 ans à peu près, donc ce qui fait déjà pas mal de passages « On n'est pas couché ». Et justement, pour introduire un peu le sujet, j'avais un petit extrait, donc là où ça va parler de lecture, pour faire le lien avec ce qu'on disait juste avant, et aussi pour montrer un petit peu c'est quoi l'ambiance sur les plateaux télé. Donc pour toi, donc c'est un extrait qui date de 2006, c'est face à Éric Zemmour à l'époque, qui était donc chroniqueur à On n'est pas couché. Et on voit un petit peu c'est quoi peut-être l'ambiance sur les plateaux télé de la part on va dire, des éditocrates, de la petite casse médiatique, pourrait-on dire, vis-à-vis d'un gars comme toi. Alors si tu peux balancer le premier extrait juste avant de ton rapport à la lecture, où effectivement tu t'es mis un petit peu sur le tard. Mais là, moi, ce dont je voulais te parler par rapport à cet extrait, c'est le mépris et le ton méprisant qu'ont les deux chroniqueurs, donc Éric Zemmour et Michel Pollack.
vraiment, là, te dire, oh là là, c'est quoi là, ce petit communiste, il est sympa, mais il a même pas lu Stendhal, cette espèce de mépris de classe. Comment tu as géré tout ça? Est-ce que c'était dès le début, dans les médias, c'est un peu l'attitude que tu as eue en face de toi? Et c'était peut-être quoi, un peu justement, ta stratégie déjà pour pas t'énerver face à des chroniqueurs qui peuvent être un petit peu énervants? Et comment tu as vécu un peu tout ça, toi? Mais je pourrais pas te dire, parce que je m'en souviens absolument pas, Ah ouais? en fait. Mais vraiment pas. Déjà, je savais même pas que j'avais eu Zemmour en face de moi. Ok. Donc ça doit faire un petit déni. Mais la réponse, je regardais, c'est mon t-shirt en fait, je pense. Parce que le t-shirt, tu le vois pas, mais c'est un t-shirt des Reynolds à l'époque. Ok. Les Reynolds, c'était les stylos Reynolds, c'était des salariés qui étaient confrontés à une fermeture d'usine. Ouais. Et donc il y a eu toute une mobilisation qui a été emmenée par des travailleurs et des travailleuses sur place, que j'ai été soutenir. Et donc le but de ma présence dans ces missions, c'était de relayer leur cause. Donc je pense que j'ai dû me rattacher à ça, tout simplement, voilà, et occulter le mépris de classe qui est le propre de ça. Mais après je sais pas, je pourrais pas. Moi, en général, j'essaie de me concentrer sur un objectif militant. Je pense que c'est un peu la marque de fabrique chez nous, qu'on est des militants, on est des militantes, on n'est pas des politiciens, des politiciennes professionnelles, donc on se rattache à ce qu'on peut éventuellement dire dans cet espace médiatique qui était déjà bien craignos à l'époque et qui l'est de plus en plus. Donc profiter des fenêtres de tir pour essayer de s'adresser largement au plus grand public. Voilà, c'est le seul carburant auquel j'ai pu fonctionner, quoi. Ok, donc tu restais focus, tête baissée, et puis J'essayais. si les Après, chroniqueurs sont énervants en face. Ouais. Ok. Après, je garantis pas que c'est toujours marché, mais voilà, en tous les cas, je pense que je le pense carburant, que- c'est ça. Ouais. Je pense que ça a plutôt bien marché, parce que moi, en parlant un petit peu à mon chat déjà, premièrement, puis même un petit peu à des amis, à tout un tas de gens, moi, je sais qu'il y a énormément de gens qui m'ont dit « Ah ouais, trop cool, Olivier Besancenot », et qui se souviennent de tes passages médiatiques. Et il y en a même qui m'ont dit très franchement « Ah, moi, ça fait partie des personnes qui m'ont politisé. » quoi. Donc effectivement, je pense que tout ça n'a pas été fait en vain. Et vraisemblablement, tu avais la bonne stratégie vis-à-vis un peu de l'ambiance sur les plateaux, puisque on s'est bien souvenu de toi. Et moi, je te le dis, il y a vraiment beaucoup de gens qui me l'ont dit, t'as politisé des personnes grâce à ça, quoi, avec un discours qui était vraiment différent et qui était, je sais pas, que t'arrivais à rendre entendable à ta manière. Donc c'est cool. Et je voulais rebondir sur un truc de ce que tu disais, où tu disais que l'ambiance était déjà bien craignos à l'époque. Bon, l'extrême droite était déjà présente à l'époque, puisqu'en 2002, c'est la fameuse élection où Jean-Marie Le Pen accède au second tour. Mais depuis, bon, la fascisation de la société est un état très, très, très avancé. Donc je pense que ça peut être encore pire. Hélas, ça sera peut-être encore pire, mais là déjà on a un niveau d'extrême droitisation de la société et plus précisément de la sphère médiatique en particulier qui est extrêmement avancé. Est-ce que toi tu vois une différence en tant que personne qui a fait à peu près 20 ans de plateau télé régulièrement? Tu vois vraiment une différence dans l'ambiance dans les médias vis-à-vis de toi, ou au final ça a toujours été un petit peu le même monde? Non, moi je vois la différence. C'est pour ça que moi, je suis très sceptique sur les marges de manœuvre qu'on a maintenant dans cet espace médiatique pour ramener de la politique. Je pense qu'à l'époque c'était déjà compliqué, maintenant c'est saturé. C'est-à-dire le Zemmour auquel j'ai eu affaire à l'époque, je pense qu'il disait pas tout ce qu'il dit aujourd'hui, mais c'est pas le seul. C'est qu'une réfraction de quelque chose de beaucoup plus global, où en effet il y a eu entre deux l'extrême droite qui a réussi à faire son boulot de travail d'hégémonie culturelle, médiatique, où aujourd'hui c'est les thématiques, l'agenda, le calendrier de l'extrême droite qui est le présupposé de quasiment tous les débats, pas simplement dans les chaînes les plus craignos que nous on boycotte depuis déjà pas mal de temps, mais aussi sur des chaînes d'infos dites publiques. Voilà, moi j'avais toujours ce truc dans la rétine quand il y a eu des émeutes racistes et islamophobes en Grande-Bretagne durant l'été, qui étaient ouvertement des émeutes racistes. Il suffisait juste d'écouter ce que racontaient ou beugler les émeutiers à ce moment-là pour le savoir. Et le petit bandeau sur la chaîne d'info continue publique, c'était non pas émeute raciste en Grande-Bretagne, mais l'immigration au cœur des émeutes urbaines. D'accord, et ça c'était sur une chaîne publique, c'était même pas Public. sur une chaîne du Donc ça veut dire que, et moi, je le raconte souvent, mais j'ai bugué là-dessus parce que j'imagine celui qui est en régie et qui fait son petit bandeau, qui n'est pas forcément un facho avéré, et qui est simplement victime de l'air du temps, qui se dit tiens, c'est comme ça que ça se présente maintenant, en fait. Même consciemment, inconsciemment. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Puis en plus, c'est la culture du clash. Puis en mode catch, en plus, c'est les vraies fausses bagarres où tout le monde se tape sur l'épaule en sortant, en rentrant. Faut faire du spectacle. Et du coup, voilà, c'est, je crois, beaucoup plus compliqué aujourd'hui de faire entendre une voix dans cet espace-là. Mais il y en a qui le font et c'est très bien. Il en faut aussi parce que faut être des VTT, faut être tout terrain, autant qu'on peut, quoi. Ouais, exactement, il faut essayer de lutter sur tous les fronts. Donc si on a l'occasion peut-être d'aller dans un média, même un mauvais média, on va dire, alors après la question du boycott sur certains groupes évidemment se pose, parce que c'est littéralement un milliardaire d'extrême droite qui possède plusieurs chaînes et qui fait de la propagande fasciste assumée. Bon, la question du boycott effectivement se pose, mais
En plus, je sais que tout l'aspect médiatique, en tant que streamer, c'est une question qu'on se pose beaucoup sur Twitch, parce que du coup, Twitch, c'est quelque chose qui permet justement à des militants de gauche, donc ça peut être des militants de gauche plus ou moins centristes, plus ou moins révolutionnaires, il y a tout un spectre des militants de gauche, on va dire, sur Internet et sur Twitch en particulier, et justement, nous, on apprécie avoir cet espace Twitch pour pouvoir créer des espaces de discussion qui sont nettement moins puants que ceux de la télé, quoi. Ça c'est clair, ça fait partie des bonnes nouvelles. Dans ce qui change en positif, c'est qu'il y a ces espaces-là qui sont en train de s'ouvrir et qui sont de fait des espaces militants au bon sens du terme. Ouais. Et il en faut beaucoup. Et il va falloir beaucoup, il va falloir qu'au-delà des spécificités des uns et des autres, là aussi il y ait des convergences qui s'établissent pour avoir des espaces communs. Parce qu'en face, on a un gros rouleau compresseur et on s'auto-culpabilise souvent, parfois avec et parfois sans raison, sur le thème que l'extrême droite a fait son travail d'hégémonie politique et culturelle, il aurait fallu que la gauche fasse la même chose depuis 30 ans. Ce qui n'est pas faux, mais en même temps, on n'a pas les mêmes moyens. Ouais. Les fachos, en face, ils ont une chaîne d'infos en continu, une radio, un journal, au minimum, plus plein de ventriloques sur plein de plateaux télé. Nous, on n'a pas ça. On n'a pas ça, donc il faut pas baisser les bras, il faut essayer de faire autre chose autrement. Donc c'est pour ça que ce que tu dis, c'est super important. Ouais. Oui, d'avoir tout simplement des espaces de discussion qui soient plus propices, quoi. Alors après, l'audience sur Twitch, c'est pas non plus l'audience à la télévision, mais on voit quand même qu'Internet, c'est un haut lieu de politisation de nos jours. L'extrême droite a bien essayé de s'en emparer pendant très longtemps, et d'ailleurs, ils étaient quasiment hégémoniques sur Internet il y a encore une dizaine, quinzaine d'années. Là, ça commence à aller un petit peu mieux, donc il y a tout un travail tout un tas de streamers, de créateurs de contenu. L'avenir vous appartient. Je ne sais pas, on verra, mais c'est vrai que par rapport au manque de moyens, aux moyens qu'ont l'extrême droite, dans tous les cas, on se dit, bon, voilà, avec un peu de financement participatif, là je vois que le train de live est niveau 14 d'ailleurs, merci beaucoup pour les subs, on arrive à s'en sortir, tenter de faire ça à temps plein, faire un travail militant et médiatique là-dessus, mais effectivement, on n'a pas une chaîne d'infos en continu d'extrême gauche qui serait l'équivalent, je ne sais pas, d'un CNews de gauche, quoi. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que la stratégie médiatique, qui ne serait pas totalement une stratégie médiatique pour tenter d'imposer un peu notre agenda et nos thèmes dans les médias dominants, ça ne serait pas forcément de posséder un média, posséder une chaîne d'infos continue, mais juste forcer une actualité pour qu'on se retrouve à parler, à jouer plus sur le terrain de la gauche, quoi. Donc là, je pense à un truc très précis, c'est typiquement au moment de la réforme des retraites, et pas de la réforme des retraites, mais du mouvement, de la contre-réforme des retraites, on va t'en dire plus tôt, je t'ai entendu dire ça il n'y a pas très longtemps, là, quand je préparais l'émission. Le mouvement contre la réforme des retraites, c'est quelque chose qui a créé une très forte actualité, où on parlait des thèmes de la gauche, là, y compris sur les plateaux d'extrême droite. Donc est-ce qu'au lieu de se dire, on ne devrait pas créer, ou en tout cas avoir la même machine médiatique que l'extrême droite, parce que force est de constater que ça ne va pas être possible, jusqu'à preuve du contraire, il y a quand même peu de milliardaires de gauche dans ce pays et dans le monde, est-ce que l'idée, ça ne serait pas plutôt de forcer notre agenda en créant des actualités à même de voler la vedette à tous les éditorialistes qui vont nous rabâcher tout le temps les thèmes du racisme, anti-immigration, etc., et leur voler la vedette en créant un agenda médiatiquement, mais pas en possédant une chaîne. Enfin, tu vois ce que je veux dire, un agenda politique, la solution elle est là, parce que de toute façon, la technique, ça reste la technique, les progrès, ça reste dans un registre particulier, mais c'est un support, c'est pas la finalité. Et la finalité, c'est dans les faits d'imposer autant que faire se peut en termes d'hégémonie politique un agenda qui repose sur nos thématiques, sur nos propositions, sur nos idées émancipatrices. Et là, c'est le problème de la gauche, c'est pas le problème de l'extrême droite. L'extrême droite, ils ont fait en effet leur boulot militant. Le problème, c'est que c'est à gauche qu'on a bégayé pendant des années et des années, avant même d'ailleurs d'être acculé par les thématiques de l'extrême droite, a refusé de promouvoir les nôtres. Voilà, de manière parce que tu prends la droite ou l'extrême droite, ou t'écoutes Trump encore aujourd'hui qui est en train de faire un discours de dingo au Congrès, c'est des gens d'extrême droite décomplexés. C'est-à-dire de sorte ce qui est pour nous des dingueries, ils te les sortent en disant voilà, je te l'ai dit, puis je te regarde dans les yeux. Je vais te dire oui, il y a trop d'immigrés, oui, il y a la submersion, oui, je vais faire ci, oui, je vais faire ça. Et nous, on n'est pas capable de dire la même chose dans notre camp en disant écoutez, le problème, c'est pas le racisme, le problème, c'est pas l'immigration, le problème, c'est le racisme. Voilà. Ça, par exemple, la gauche, quelle que soit son orientation, pourrait dire ça. Voilà, notre problème à nous, c'est pas l'immigration. Notre problème à nous, c'est le racisme. Commencez par ça. Et regardez les gens dans les yeux en disant, de la même manière, le problème, c'est la répartition des richesses, c'est pas de se serrer les ceintures et de faire des économies et jouer les marges de manœuvre budgétaires. Et tu pourrais démultiplier les trucs comme ça. Dire que les frontières ne nous protègent pas, y compris de la xénophobie, et que par-delà les frontières, il y a des solutions politiques, pas des problèmes politiques, et décliner les choses comme ça. Et ça, malheureusement, sur ce terrain-là, la gauche a perdu d'un point de vue institutionnel, mais en même temps, il y a là aussi, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a aussi des secteurs sociaux, des collectifs, des mouvements qui ont amené des nouvelles thématiques complètement décomplexées. C'est vrai du renouvellement des luttes écologistes, des luttes féministes, des luttes LGBTI, des mobilisations dans les quartiers aussi. Donc là aussi, il y a il y a des nouvelles têtes, des nouvelles voix qui se font entendre, et ça va dans le bon sens, parce que
Parce que la solution, elle est là. Je pense qu'elle est vraiment dans le fait de dire aux autres, maintenant, on va faire comme vous, on va être aussi décomplexé. Donc au début, on va perdre, probablement, parce que c'est pas forcément populaire. On va perdre des voix, sous-entendu. Ouais. Tout le monde n'est pas prêt à le faire, mais dans un premier temps, il faut faire ça. Ok. Enfin, je pense. Non, mais je suis assez d'accord avec ça, je te rejoins sur ce constat. Et alors, sur cette histoire de gauche décomplexée, c'est vrai que quand on regarde l'extrême droite, typiquement, ils ont passé, ça fait quoi, 20, 30, 40 ans, je ne sais pas combien de décennies, qui passent leur temps à justement arriver avec un discours qui, à la base, était très choquant, et au final, qui se normalise petit à petit. Et c'est vrai qu'à gauche, nous, on a peur de faire ça, mais c'est parce qu'en face, on a des médias qui sont tellement sur la défensive, tellement dans l'attaque, et qui sont bien plus organisés économiquement et structurés économiquement que nous. J'ai l'impression qu'on a toujours un peu peur d'avoir ce qu'on appelle le backlash, quoi. Ça veut dire qu'on va commencer à parler d'un thème et l'impression que ça va se retourner contre nous. Être un petit peu trop antiraciste, prendre des positions qui sont pas assez consensuelles, va finir par se retourner contre nous. Et c'est vrai que tu l'as bien résumé en disant ça. Effectivement, on peut perdre un petit peu au début, ou en tout cas l'impression de baisser dans les sondages, mais sur le long terme, le backlash, en fait, peu importe, parce que typiquement, je vais prendre l'exemple quand il y a des gros mouvements sociaux, des grands moments du mouvement social, avec des grosses manifs, et généralement, il y a toujours un petit peu de casse, il y a une vitrine de banque pétée, ce genre de choses, et donc on se retrouve avec l'éternel ritournelle des médias, est-ce que vous condamnez les violences, etc., etc., et on se dit, zut, peut-être que s'il n'y avait pas de violence, et du coup, on parlerait plus du fond du sujet, mais en vérité, quand on regarde les thèmes qui sont poussés par la droite et l'extrême droite tous les jours dans les médias, ne serait-ce qu'avoir un débat sur est-ce que c'est légitime de péter une vitrine de banque, moi je vois déjà ça comme une victoire, parce que là, on vole la vedette et ça, quand même, ça permet de créer un débat qui est intéressant et qui parle de nos thèmes, quoi, qui joue sur notre terrain. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Moi, je pense que la violence, c'est un sujet éminemment stratégique, mais qui est complexe, qui est très complexe. Parce que la violence, elle a sa propre dynamique. Et il ne faut pas confondre, pour moi, les violences dans les manifestations et la massivité du mouvement. Nous, on se bat d'abord pour la massivité du mouvement. Parce que tu as un piège, la fameuse question qu'on a dû me poser, mais à moi comme à je ne sais pas combien de militants et de militantes sur les plateaux télé, c'est est-ce que vous condamnez C'est aussi le fait d'être focus sur un élément qui va faire en sorte que le peu de temps que tu as, tu ne vas pas pouvoir le développer sur des argumentaires qui participent précisément à la vraie bataille pour l'hégémonie. Parce que tu prenais le bon exemple de la mobilisation sur la contre-réforme des retraites. Ce qui était troublant, c'est que malgré ce rouleau compresseur-là, du début jusqu'à la fin, en passant par le milieu, on a eu la majorité de l'opinion, de la population qui était avec nous. Alors que pourtant, ce n'était pas faute d'avoir des contre-argumentaires qui étaient développés H24. Donc c'est là où tu as un problème. C'est là où tu as un problème, c'est-à-dire comment tu fais pour essayer de leur dire écoutez, à un moment, moi je ne suis pas venu pour parler de ça, je vais essayer de parler de ça. Mais après, moi je ne fais pas de théorie parce que de toute façon, les émissions, ça dépend sur qui tu tombes, dans quelles circonstances tu te retrouves. Et puis voilà. Donc, mais je crois que la solution aussi de ce point de vue-là, c'est ce que tu disais, c'est l'agenda politique, les thématiques, et puis aussi des têtes nouvelles, c'est-à-dire renouveler les têtes. Il n'y a pas plus revigorant que de voir des nouvelles têtes émerger dans un mouvement, dans une mobilisation, qu'elle soit sociale ou de société, avec quelqu'un qui va dire les 4 vérités à un puissant quel qu'il soit, et quel que soit son niveau de puissance, alors que l'autre, il était je dis l'autre parce qu'en général c'est un homme, il n'était pas habitué à se l'entendre dire, quoi. Voilà, ça c'est jouissif, parce que ça c'est de l'émancipation en chair et en os. Voilà. Il y a eu un moment comme ça en France, où là, ça s'est vraiment passé à fond, sur les plateaux télé, où là, on a vu des voix qu'on n'entendait absolument jamais d'habitude. C'est le mouvement des Gilets jaunes, c'était en 2018-2019. Et là, c'est vrai qu'il y a eu ce gros moment. Et là, en plus, c'est assez impressionnant parce que d'habitude, sur les grands moments de mouvement social, c'est toujours un petit peu défensif, quoi. Donc, typiquement, la réforme des retraites, c'est un très bon exemple de ça. Toute la réforme des retraites qu'il y a pu y avoir depuis au moins 1995, mais déjà probablement avant. Je ne connais pas exactement toute l'histoire des différentes contre-réformes des retraites qu'il y a pu y avoir. Bon, peu importe. Du coup, je me suis perdu dans ce que je disais. Ah oui, contrairement à ce mouvement qui était plus défensif sur la réforme des retraites, c'est-à-dire il y a une attaque sur les droits des travailleurs, une attaque sur le monde du travail avec une loi qui va augmenter l'âge de départ à la retraite. Les gilets jaunes, c'est un petit peu défensif parce que ça part d'une taxe sur l'essence, mais en vérité pas tant que ça. Il y a vraiment un truc qui a un petit peu émergé, et c'est vrai qu'on voit que quand ça émerge spontanément et que là, il y a un genre de mouvement social qui est à la fois nouveau, qui vient de la base et qui est offensif, qui a des réclamations qui ne sont pas par rapport à une loi qui est passée par le gouvernement, on voit que l'efficacité médiatique que ça a, c'est vraiment un truc de fou. Là, pendant plusieurs mois, c'était vraiment le débat sur les plateaux télé, au lieu de parler d'immigration ou je sais pas quoi, c'était est-ce que les Français qui travaillent et qui sont pauvres, est-ce qu'ils ne devraient pas être un peu moins pauvres et les riches un peu moins riches, quoi. Et donc, comment faire ? Est-ce que toi, tu as une idée de comment faire ? Après, c'est une question. Je pense que si tu avais l'idée, tu avais la solution. On serait peut-être pas en train de parler. Ouais, on serait peut-être pas en train de parler, exactement. Mais comment faire justement pour ne pas rester sur la défensive, à chaque fois qu'il y a un moment de mouvement social qui a même en plus de voler la vedette médiatique, c'est toujours en réaction à une attaque sur le monde du travail. Comment faire pour repartir à l'offensive ? Il n'y a pas de théorie, il y a aucune. Je pense que
La seule théorie qu'on peut avoir, c'est qu'il n'y a pas de théorie en matière de lutte de classe. C'est-à-dire que tu as eu des situations qui sont devenues quasiment révolutionnaires à partir de séquences de la lutte de classe qui étaient défensives à la base, et d'autres qui sont parties de séquences lutte de classe qui étaient offensives. De la même manière, tu peux avoir tu as eu des situations quasiment révolutionnaires qui sont parties de situations économiques qui étaient plutôt une phase d'expansion, et puis d'autres qui sont parties de phases qui étaient des phases de crise économique. Je dis ça parce qu'on a toujours tendance à chercher 10 500 raisons objectives pour dire bon, pourquoi ça ne va pas. C'est parce qu'en réalité, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Par contre, il y a un élément qui fait qu'à un moment ou un autre, la situation politique et sociale se cristallise sur quelque chose. Que ça soit la taxe sur l'essence, que ça soit sur la contre-réforme des retraites. La question des retraites en France, elle est comme ça, parce qu'elle touche quelque chose de très fort symboliquement dans le rapport capital-travail. C'est pour ça qu'en fait c'est... Pas que symboliquement, hein, parce que quand on regarde les dépenses de l'État, enfin pas de l'État, les dépenses publiques de manière générale, c'est la sécurité sociale, c'est pas le budget de l'État justement, mais c'est le premier poste de dépenses. Quoi. Alors appeler ça des dépenses, c'est pas vraiment des dépenses, puisque non, mais c'est le budget de la protection sociale, c'est un immense morceau de notre système social. C'est ce qui représente le mieux notre système social, qui est assez singulier et hérité du coup, des luttes qui... C'est ça en termes d'acquis, et c'est un budget qui est plus important que celui de l'État. Mais je veux dire, par exemple, ça se focalise que sur l'âge du départ à la retraite quasiment, alors que c'est qu'une partie du problème. Parce que si tu ne règles pas le problème des annuités, c'est-à-dire le nombre d'années que tu vas cotiser pour avoir une retraite à taux plein, tu ne règles pas le problème. Tu peux dire tu pars à 60 ans, si le nombre d'annuités est toujours à 42, 43 annuités, de fait, tu ne vas pas partir à la retraite à 60 ans, ou tu auras une retraite de misère. Donc il faut lier les deux, c'est-à-dire revenir à ces contre-réformes libérales qui datent en gros de 1993, c'est-à-dire à l'époque, il y avait la retraite à 60 ans, il y avait 37 annuités et demie pour tous, qu'on soit dans le public ou dans le privé, c'est-à-dire il y avait l'égalité, mais nivelée vers le haut. Et en réalité, ces points de PIB, c'est-à-dire de richesse annuelle, qui ont été récupérés par les capitalistes en faisant ces contre-réformes, tu pourrais parfaitement les récupérer et revenir à ce niveau-là. Qui permet, mais je te dis, quand je te dis symbolique, c'est ça se cristallise sur l'âge, parce que même ceux qu'on a en face sont convaincus d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup du rapport de force globale qui se noue là-dessus. Donc, tu ne peux pas décréter d'avance sur quoi, à un moment donné, une situation politique, elle va se crisper. Mais quand elle arrive, en revanche, il faut chercher à être prêt. Et chercher à être prêt et à être prête, ça veut dire accumuler un maximum d'expérience, parce que tout ne peut pas être spontané, même si la lutte de classe, pour moi, elle est une vertu émancipatrice d'elle-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de professeurs. Rouge, noir, vert, pour nous enseigner comment il faut lutter. Les exploités, les opprimés savent comment faire. Mais par contre, il faut des expériences accumulées. Et pour ça, il faut des cadres collectifs, quels qu'ils soient. Et ça signifie s'impliquer d'une manière ou d'une autre. Parce que la situation, elle est aussi ce qu'elle est, du fait qu'on reste ou pas spectateur ou spectatrice de la situation telle qu'elle est. Et tout nous pousse à renoncer, à se dire, c'est trop compliqué, c'est un phénomène mondial, on va dans une nouvelle période. Et on est de fait rentré dans une nouvelle période, déjà. Et ça va très vite. On n'est plus dans la phase de la mondialisation néolibérale qui a duré 30 ou 40 ans. On rentre dans autre chose, qui est probablement un nouvel âge du capitalisme. Peut-être le 4e âge, peut-être un âge qui sera marqué par la prédation. Marx, à l'époque, il disait qu'avec Engels, ils écrivaient plus exactement qu'en fait, le capitalisme a ce site particulier qui cherche toujours à réinventer par la pratique, sans forcément le théoriser d'ailleurs, des moyens d'accumulation capitalistique, c'est-à-dire le moyen de toujours plus accumuler de richesses, trouver des solutions pour faire toujours plus de profit, pour faire vite. Là, c'est ce qui est en train de se passer. L'ère Trump, c'est ça que ça veut dire. Et dans cette situation-là, qui est en plus dans une situation de crise du capitalisme, ça veut dire qu'on est dans un nouveau monde qui peut être très déprimant, mais il ne faut pas renoncer à le changer. Mais il faut comprendre que c'est ce monde-là qu'il va falloir changer, pas l'ancien. Il faut mettre à jour un petit peu notre logiciel pour comprendre. Ouais, c'est ça. Par la pratique, il ne s'agit pas de cogiter, de psychoter ou je ne sais pas quoi, mais par la pratique, on est déjà apte. Et là-dedans, je vais être lourd, mais je pense que ce qui se passe au-delà des frontières prend un sens encore plus important, paradoxalement, que la séquence précédente où il y avait la mondialisation, donc il y avait l'altermondialiste, donc il y avait les forums sociaux, les contre-sommets, donc il y avait plus d'alliances internationales qui se tissaient naturellement. Là, ça va être plus compliqué de les tisser, mais je crois qu'elles sont encore plus importantes aujourd'hui que dans la séquence précédente. Tout à fait. Là, du coup, on peut passer un petit peu à parler de l'international. Et justement, j'ai un extrait qui rejoint un petit peu ce qu'on disait, à quel point le bouleversement géopolitique peut avoir des résultats déjà très rapides et des résultats qui sont assez concrets, et notamment en France par rapport aux politiques qui vont nous tomber dessus en France, et du coup par rapport à la manière de lutter dans laquelle on va devoir s'adapter là-dessus. Donc là, j'ai un exemple que je voulais te montrer, c'est Patrick Martin, donc c'est le président du MEDEF à l'heure actuelle. Pour la petite information, pour le placer en contexte, c'est le président du MEDEF, donc c'est le syndicat patronal principal. Donc il est à la tête d'une fortune professionnelle de 300 millions d'euros. Voilà.
Donc c'est quand même pas mal. Et c'est juste la fortune professionnelle, c'est-à-dire que s'il a un petit yacht et 2-3 villas, c'est même pas compté dedans. Donc ça doit être encore un petit peu plus, quoi. Et donc il était interviewé, c'était hier, si je dis pas de bêtises, hier, le 4 mars, chez Apolline de Malherbe à RMC, qui lui demande qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'effort de guerre qu'on doit faire pour l'Ukraine. Je te propose de parler juste après de l'Ukraine et la Russie plus précisément, mais avant de commencer par ça, donc Apolline de Malherbe lui demande qu'est-ce qu'on peut faire si on doit augmenter les dépenses publiques pour faire un effort de guerre, pour réarmer l'Europe, trouver notre indépendance par rapport aux États-Unis. Comment on peut faire, sachant que là on a déjà un gros problème de budget et qu'on veut réduire à la base les dépenses publiques. Et donc voilà ce que il a une petite idée, tu vois. Voilà, il a une petite idée. Voilà ce que Patrick Martin lui répond. C'est ce qu'a fait le Danemark. Le Danemark, qui malgré tout a un excédent budgétaire, là où on a 6% de déficit, le Danemark a décidé de reporter à 70 ans l'âge légal de départ en retraite pour que l'économie, finalement, sache financer un effort de guerre. Donc, avec l'argument de l'effort de guerre. Avec l'argument de l'effort de guerre, explicitement. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut porter à 70 ans l'âge légal de départ en retraite en France, mais ça veut dire qu'il y a un consensus dans le pays et une conscience partagée que cette situation très grave nécessite des moyens exceptionnels. C'est un peu monomaniaque. C'est un peu, je me coince le doigt dans la porte et la solution, c'est l'âge de départ à la retraite à 70 ans. La retraite. Mais encore une fois, c'est parce que quand on regarde, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on regarde les dépenses publiques en France, effectivement, la retraite est un gros morceau. Donc c'est normal, quelque part, qu'on se focalise là-dessus. Mais toi, quand tu vois ça, t'en penses quoi? Est-ce que toi, c'est vraiment révélateur de un petit peu ce qui est en train d'arriver et ce qui va encore plus arriver à la suite? Il va y avoir un raidissement de la bourgeoisie, de la classe capitaliste, pour des raisons de bouleversement géopolitique. Comment tu analyses tout ça, toi? D'abord, c'est revenir sur ce bluff, parce qu'une fois de plus, la petite musique, ça consiste à nous faire croire à nous-mêmes que les retraites, c'est d'abord un espèce de boulet budgétaire. C'est d'abord beaucoup d'argent, comme tu le disais. Et quand les capitalistes ou le patron du MEDEF parlent des retraites, ils savent que c'est un gros magot, potentiellement, qui échappe à la loi du marché. Oui. Parce que c'est ça leur problème. Donc leur problème à eux, c'est pas de réduire ce magot-là, c'est de mettre la main dessus. Ça n'a rien à voir. Donc, à travers la capitalisation, des fonds de pension, donc s'ils sont comme ça, s'ils font un gros blocage sur la question des retraites, c'est précisément parce que c'est beaucoup d'argent. Et donc potentiellement, il ne faut pas penser déficit, il ne faut pas penser tout ça quand on parle de la question des retraites, c'est d'abord potentiellement beaucoup d'argent et puis des droits et tout ce que tu as expliqué. La deuxième raison, c'est qu'en effet, là, il y a une petite musique qui est en train de se mettre en place sur le thème. J'ai même vu un truc délirant, je crois qu'ils ont sorti un sondage pour savoir combien de Français étaient prêts, de jeunes Français étaient prêts à mourir pour leur pays et s'engager. Enfin bon, tu sens tous les trucs qui commencent à sentir pas bon. Et sur le thème, on manque d'argent pour l'armée française, pour une armée européenne, et donc il va falloir faire des économies. Bon, faut savoir, et tout ça en prenant un argument qui est là pour le coup moralement vraiment détestable sur le thème les Ukrainiens, les Ukrainiennes sont dans la détresse avec tout ce que Trump vient de faire. Ce qui est vrai, ce qui est une réalité. Ce qui est absolument vrai, c'est-à-dire que ce que fait Trump, il le fait en conscience. Ils veulent dépecer avec Poutine les richesses du territoire ukrainien et donc flouer un petit peu plus encore les Ukrainiens et les Ukrainiennes qui résistent à une offensive impérialiste, nous on la nomme comme ça, qui est une offensive impérialiste militaire russe. Le problème, c'est que, en gros, comme c'est beaucoup de chiffres, on va nous faire croire que finalement, dans l'inconscient populaire, on a déjà donné beaucoup aux Ukrainiens. Il va falloir encore leur donner beaucoup. Il faut que juste tous ceux qui nous regardent comprennent une chose, c'est que d'abord, on n'a pas donné beaucoup aux Ukrainiens et aux Ukrainiennes, qu'une partie de l'aide, c'est de l'aide financière, que sur la partie de l'aide militaire, c'est une toute petite, mais infime partie de la fameuse loi de programmation militaire qui représente plus de 400 milliards. Et là, qui est en effet... Alors 400 milliards, c'est sur plusieurs années. Sur plusieurs années, c'est jusqu'en 2030, de mémoire, mais qui permet, en réalité, à toute une industrie de l'armement de se faire des marges de bénéfices et des marges de profit, contre lesquelles, évidemment, nous, on milite, bien entendu. Mais c'est même pas 1% de cette loi de programmation, ce qui a été donné, les 1 à 3 milliards. Par ailleurs, il faudrait que ça arrive, ce qui n'est toujours pas le cas. Puisque l'année dernière encore, on disait qu'il y avait la moitié des promesses militaires françaises qui n'étaient pas arrivées sur place, soit à cause du retard, soit qui n'arrivent pas. Donc là, déjà, on a un problème de transparence. Ce qu'il faudrait, c'est de la transparence publique, démocratique, sur ce qui arrive, ce qui n'arrive pas. Parce que le fond du problème, il est là. Ce n'est pas la souveraineté de la France, là, dont on est en train de parler. Ce n'est pas la souveraineté de l'Europe, dont on est en train de parler, malgré tous les vélos qui sont faits sur les plateaux télé. C'est la souveraineté de l'Ukraine. Et l'Ukraine résiste depuis le début. Et ce n'était même pas le scénario nord-américain. Le scénario nord-américain, c'est que Zelensky devait partir, la résistance n'allait pas durer, que ce serait plié très très vite. Ce n'est pas ce qui se passe. Et ça, ce n'est pas d'abord grâce aux armes occidentales, c'est grâce à la résistance du peuple ukrainien. Et nous, notre solidarité va à cette résistance-là. Quelle que soit la complexité de la situation qu'on peut discuter, c'est ça. Si on veut discuter du rapport de force qui est en train de se passer, c'est l'aptitude qu'aura ou pas l'Ukraine à imposer une paix juste
une paix juste. Et une paix juste, ça implique un rapport de force militaire sur place qui permette aux Ukrainiens, aux Ukrainiennes de se défendre, ce qu'ils continueront par ailleurs à faire. C'est pas simplement la géopolitique vue par le haut. Oui. Voilà. Et puis voilà, donc je sais que la gauche est fracturée sur ces questions-là, on a le droit d'être fracturé, on a le droit de comprendre que des fois c'est compliqué la perspective de la paix, de la démilitarisation pour laquelle on milite, et puis en même temps l'aide à une résistance telle qu'elle existe, mais c'est un dilemme qui n'est pas nouveau, hein, malheureusement, qui est vieux, comme toutes les grandes séquences qui ont eu lieu à travers l'histoire, depuis la guerre d'Espagne, même si c'est toute proportion gardée. Ok, alors du coup, moi je me posais la question justement, pour le NPA, qui a une position de vouloir vraiment aider l'Ukraine très concrètement par une aide financière et militaire. Alors, ce que ça ne veut pas dire envoyer les troupes françaises, rentrer dans un conflit armé avec Poutine, mais juste, quand tu utilisais le mot de rapport de force, c'était très juste, c'est pour négocier une paix qui soit la moins désavantageuse possible pour l'Ukraine, il faut que dans le rapport de force, il ne soit pas à poil, quoi. Donc là, Trump est en train de les lâcher. Donc là, très concrètement, si la paix se négocie entre Trump et Poutine, là, maintenant, tout de suite, l'Ukraine va complètement se faire renflouer. Alors du coup, comment on fait c'est quoi la vision du NPA là-dessus pour à la fois vouloir soutenir plus l'Ukraine financièrement, même humanitairement et aussi militairement, tout en sachant qu'à côté de ça, il y a toute une partie de la classe capitaliste européenne, et pas que française, qui, eux, voient aussi ça, un peu l'augmentation du budget militaire, comme une manière de se réarmer. Une opportunité, bien sûr. Ouais, comme une opportunité déjà de faire du bénéfice pour les marchands d'armes, déjà premièrement, probablement, et aussi de se réarmer pour se dire, on doit redevenir une grosse puissance impérialiste à l'échelle européenne, à même de tenir la dragée haute par rapport à Trump, Poutine et Xi Jinping, en gros. Et genre, comment on fait pour trouver une position équilibrée qui soit à la fois ne pas jouer le jeu de ceux qui voudraient se réarmer, mais pour des raisons impérialistes finalement, mais à l'échelle de l'Europe, et là, le juste soutien à la. Il faut essayer de concevoir l'internationalisme par le bas. Okay. Et pas par le haut, c'est-à-dire par le biais des peuples. Je constate qu'il y a toute une partie, alors je peux même parler de la classe politique française, mais même une partie de la gauche, c'est comme si le peuple ukrainien n'existait pas. Car en gros, c'est qu'est-ce qu'on doit faire face à Poutine. Mais entre deux, il y a un peuple. Il y a une population, il y a des populations d'ailleurs, et qui, voilà, alors nous, humblement, au nouveau parti anticapitalisme, on n'est pas les seuls, hein, on a des relations avec des organisations comme le mouvement social en Ukraine, c'est vrai aussi de courants libertaires, anarchistes, il y a un réseau qui s'appelle le RÉSU, qui milite pour la solidarité aussi concrètement effective d'un point de vue militant, humain, avec y compris des convois syndicaux qui sont organisés, qui ont aussi un sens de ce point de vue-là, et par rapport à, comment dire, à l'opposition des blocs militaires et des impérialismes, c'est précisément de tenir sur le fait qu'une défaite de l'impérialisme russe aujourd'hui, et donc de fait de l'impérialisme nord-américain, puisqu'ils sont en train de s'entendre, c'est une défaite pour toutes les formes d'impérialisme à travers le monde. C'est pour ça que la victoire du peuple ukrainien serait une signification anti-impérialiste à travers le monde entier. C'est assez simple de comprendre y compris si c'est soutenu par un impérialisme européen qui est en train de se montrer de plus en plus. L'impérialisme européen, je ne le vois pas là pour l'instant. On n'est pas encore, je suis d'accord, dans l'idée. On en est loin. Et par ailleurs, ça voudrait dire être en autonomie et en indépendance totale de toute forme d'impérialisme, y compris, tu as raison de le dire, de l'impérialisme européen, mais qui est dans un second niveau. Parce qu'à travers ça, on est tous et toutes en train de découvrir, pour ça qu'il y a des grosses larmes de crocodile, qu'en réalité, on pensait l'Europe, on pensait la France de manière complètement disproportionnée par rapport à ce qu'est le monde actuel. Alors que ça fait déjà, en réalité, dans le cadre du système capitaliste tel qu'il évolue, des années qu'il y a une périphérisation de l'Europe, du point de vue de ce que représente l'Europe, même du point de vue du PIB mondial. Ouais. Sauf que comme on a quand même un ego assez important en France, voilà, c'est l'Occident, c'est l'Europe, et puis tout à coup on se rend compte, bah tiens, c'est marrant, mais en fait, on ne pèse pas tant que ça. Voilà. Donc c'est évidemment indépendamment de toute forme d'impérialisme, que ce soit l'impérialisme russe, qui est présent militairement sur place, l'impérialisme nord-américain qui déboule ouvertement en disant maintenant on va se servir. D'ailleurs, tous ceux qui nous expliquaient que Zelensky c'était que la petite marionnette des États-Unis, bon courage pour nous le démontrer maintenant quand même. Visiblement, c'est un petit peu plus complexe que ça. Et puis l'impérialisme européen qui pourrait tenter de faire quelque chose en effet dans ce cadre-là, mais qu'on est loin parce qu'il faut aussi avoir les moyens de tout ça. Et une fois de plus, il y a les chiffres. Entre la loi de programmation militaire française et ce qui a été réellement attribué à l'Ukraine, c'est une marge délirante, c'est-à-dire qu'on pourrait largement démilitariser et aller vers des objectifs de paix par rapport à ce que représente la France comme puissance impérialiste ou l'Europe, et en même temps venir en aide concrètement à la résistance ukrainienne. Et par ailleurs, pour répondre à ta question, c'est en effet pas une intervention qui viendrait s'ingérer. Il ne s'agit pas de faire à la place des Ukrainiens et des Ukrainiennes. Ils ont besoin de personne en réalité. Ils et elles ont les capacités militaires et politiques pour inventer leur propre avenir. C'était vrai des Kurdes à l'époque, hein, quand les Kurdes du YPG dans le nord de la Syrie résistent à l'État islamique, bah oui, les Kurdes réclament des armes. Au moment de Kobané, en 2016, voilà, tout le monde tremblait et regardait vers les Kurdes. Et les Kurdes disaient, mais venez pas intervenir à notre place. Par contre, on a besoin d'armes. Dans une guerre, on a besoin d'armes. Donc la question, elle est posée. C'est vrai que parfois, ça peut paraître, comment dire, un point un peu ténu, mais il faut essayer de tenir tous les bouts du fil, quoi, voilà, et pas cautionner une quelconque forme d'impérialisme dans ce conflit-là. Et puis, pas oublier que
Et puis en plus, on a une longue histoire politique dans ce cadre-là. Poutine, quand il commence sa guerre en Ukraine, il dit c'est Staline qui avait raison, c'est Lénine qui avait tort. Okay. Parce que, pour la petite histoire, la révolution russe de 1917, les bolcheviks, et Lénine en premier, pensaient qu'il fallait un droit à l'autodétermination du peuple ukrainien. Okay. Tout en étant... Non, parce que du coup, c'était avant la création de l'URSS au moment où il disait ça. C'est au moment de la révolution russe et progressivement de la fondation de l'URSS. C'est-à-dire quand dans la question des nationalités, au moment de la révolution russe, avant de savoir ce que va devenir l'URSS tel que tu peux l'avoir en tête dans la géographie, la question des nationalités s'est posée très vite dans le cadre de la révolution russe, qui était amenée à combattre contre toutes les armées contre-révolutionnaires. Il y avait 200 000 soldats qui étaient présents sur le territoire russe pour casser la tête à la révolution bolchevique. Et à ce moment-là, il y avait la question des nationalités en Ukraine et dans d'autres cas. Et Lénine disait à ce moment-là, droit à l'autodétermination, quitte à pas avoir l'URSS telle qu'elle deviendra plus tard. Et c'est Staline qui va faire, lui, plus tard, une opération qu'on connaît en Ukraine avec des millions de morts. Et Poutine, il s'y trompe pas. Voilà. Il se réfère à la contre-révolution plutôt qu'à la révolution bolchevique. Poutine, d'ailleurs, qui a fait une bonne partie de sa vie en tant qu'agent du KGB, si je ne dis pas de bêtises. Donc en vrai, c'est presque quasiment un soviétique, mais dans le mauvais sens du terme. Dans le mauvais sens du terme. On est d'accord. Dans le pire de la tradition stalinienne, exactement. Oui, voilà, un stalinien en plus qu'un soviétique, pour être plus précis, effectivement. Alors, pour rester un petit peu sur l'international, alors pas sur l'Ukraine ou la Russie plus précisément, mais même le sujet de l'Ukraine et de la Russie un petit peu mis à part, on voit que là, les États-Unis, ils sont en train de, on va dire, bander les muscles pour essayer de tenir la trajectoire haute à Xi Jinping. À ce côté-là, on voit que la Chine est en train de s'imposer comme la première puissance mondiale de demain. On voit que la Russie est plus impérialiste que jamais, etc., etc. Et donc, du coup, à l'échelle de l'Europe, juste après l'élection de Trump, et même avant les négociations avec Poutine, dès l'élection de Trump, on a vu comme un changement de discours, ça rejoint un petit peu l'extrait de Patrick Martin qu'on a vu tout à l'heure, un changement de discours qui disent un peu, ils ont tendance à dire, bon, la fête est finie, là, on doit se réarmer vraiment économiquement, militairement, diplomatiquement, à tous les niveaux, comme une forme de réarmement à l'échelle de l'Europe. Donc, moi, la question que j'ai envie de poser, c'est quand il y a presque cette logique guerrière en fait qui commence à arriver, c'est pas forcément militaire, mais cette logique guerrière, on va dire de guerre économique entre les différentes grandes puissances, est-ce que quand c'est en train de se radicaliser à ce niveau-là, est-ce que la première victime, on va dire, la victime collatérale de tout ça, c'est pas les droits des travailleurs et aussi la lutte pour l'écologie. Ça s'est vu notamment avec là, une directive de l'Union européenne, je crois que c'est la directive Omnibus, si ça s'appelle, mais je ne suis pas tout à fait sûr, qui ont détricoté en fait, des accords qui avaient été votés au Parlement européen. Ça a pris des années à faire pour vraiment des trucs qui n'étaient pas exceptionnels, quoi. Donc c'était juste afficher un petit peu les entreprises qui ne respectent pas le droit du travail, afficher aussi les entreprises qui sont les plus polluantes pour pouvoir mieux flécher les investissements. Bon, c'était pas la révolution bolchevique, quoi. C'était quelques petites mesures. Et ça, déjà, au lendemain de l'élection de Trump, il y a eu des décrets qui ont été passés par Ursula von der Leyen et la Commission européenne pour dire tout ça, c'est fini. Là, l'écologie punitive et les droits des travailleurs, si on veut pouvoir tenir tête face à l'ordre géopolitique qui est en train de se durcir, et presque un côté, allez, la fête est finie, les droits des travailleurs, on s'en fout maintenant, c'est l'international, on va dire, qui prend le dessus. Donc quand cette logique-là arrive, l'international et les géopolitiques et le durcissement géopolitique advient, comment on réagit quand on est des militants qui sont pour plus de justice sociale, pour moins d'inégalité, pour les droits des travailleurs et pour tenter aussi de sauver la planète éventuellement. Comment on s'organise en réaction par rapport à ça ? Justement par l'internationalisme, c'est ce que j'expliquais. Là, la solution, tu peux l'avoir que par-delà les frontières. C'est-à-dire il faut une perspective des peuples. La fameuse formule des États-Unis socialistes d'Europe, ça reste une perspective. Sauf qu'aujourd'hui, les pouvoirs politiques en Europe, non seulement sont vers ce que tu dis, mais aussi portés politiquement par les extrêmes droites. Donc c'est pour ça qu'il faut porter des projets qui consistent à dire qu'il faut prendre le meilleur des législations sociales ou démocratiques dans tel ou tel pays pour essayer de les uniformiser vers le haut plutôt que vers le bas et comprendre en effet que la période dans laquelle on est, ça va être du côté des puissants une immense offensive. Là aussi, c'est pas tout à fait nouveau. Hein. Naomi Klein, une essayiste altermondialiste, entre autres, expliquait que c'était la stratégie du choc, c'est-à-dire comment, du côté des libéraux, on a toujours profiter d'une situation qui tétanise légitimement pour en réalité faire passer des projets qui sont dans le tiroir depuis très longtemps, du point de vue des normes environnementales, du point de vue écologique, du point de vue démocratique. Ils remettent à chaque fois les couverts. Tu prends les fameux 3% de déficit du PIB, ils ont déjà expliqué non, finalement, il n'y a plus besoin. Oui, il n'y a plus besoin pour les dépenses militaires. Voilà. Pour le reste, non, on reste avec ce critère de austérité. Mais même là, ça commence à dire on est dans une situation d'urgence, on peut les dépasser, on verra, etc. etc. Okay, ouais. Donc voilà, c'est-à-dire que
toute l'hypocrisie en même temps va tomber, voilà, va tomber comme un masque sous nos yeux. Malheureusement, ça ne suffit pas. Donc là, il faut absolument qu'il y ait des campagnes de solidarité concrètes. Il faut essayer de comprendre le monde dans lequel on est, que ça va être une nouvelle période longue, et que dans cette période longue, il faut comprendre que les solutions politiques vont venir aussi des victoires et des échecs des uns et des autres. C'est-à-dire que, pour ça je reviens pour les mêmes raisons, dans des circonstances complètement différentes, notre marque de fabrique, à nous, c'est les mêmes raisons qui vont nous pousser à être solidaires des Kurdes, des Palestiniens ou des Ukrainiens. Dans des contextes qui sont à chaque fois qui ont leur spécificité. Mais c'est les mêmes raisons qui nous poussent. L'internationalisme par le bas. Si tu prends la lutte des peuples au sens large du terme, aujourd'hui on est dans une séquence où toute victoire d'un peuple va se traduire par une victoire pour les autres peuples, et vice-versa. Et pour l'instant, on engrange beaucoup plus de défaites que de victoires. Oui. C'est pour ça que les relations, il faut les resserrer avec une ligne qui essaye de combiner l'unité et la radicalité, c'est-à-dire d'amener sur la base d'un discours décomplexé une bataille pour l'hégémonie, avec des mesures concrètes qui permettraient eh bien, justement de redonner un peu d'espérance. Parce que dans cette logique militariste et des protectionnismes, c'est en effet le prolongement, ce qui nous attend, c'est des guerres en perspective. Parce que en effet, Poutine, faut pas comprendre simplement qu'avec Trump, il est en fait proche des Russes. Est-ce qu'il serait pas un agent de je sais pas quoi? Mais je veux dire, le problème, c'est pas comprendre le monde à partir de jeux de marionnettes. C'est comprendre qu'il y a des forces sociales derrière tout ça. Et on peut avoir un jeu d'entente entre les impérialismes. Il y a un impérialisme majeur qui reste l'impérialisme nord-américain, qui a une responsabilité plus que d'autres sur la planète, mais il existe aussi un impérialisme russe, il existe une forme d'impérialisme chinois, et tout le monde est en train de découvrir, notamment dans ces réflexes un peu campistes à gauche qui existaient, c'est-à-dire qui consistent à penser que face à mon ennemi, je peux faire des alliances avec un autre ennemi parce que finalement ça se neutralise. La logique de les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Voilà, et que ça, ce jeu-là, il est mortifère parce qu'on est en train de découvrir qu'il peut y avoir une alliance tacite, voire explicite, entre toutes les formes d'impérialisme, on va dire, écoutez, on va se servir. Maintenant, on va faire de la prédation. Alors ça va tenir que le temps qu'ils vont se servir là où les uns et les autres ne sont pas respectivement. Le jour où ils vont vouloir taper dans le même gâteau, les impérialismes, ça peut se traduire de nouveau par un conflit interimpérialiste. Donc là, on est... Tu parles de ça, pour avoir une petite illustration de ça, peut-être c'est un peu historique. Là, ce que tu me dis, ça fait très clairement penser au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Donc les impérialismes respectifs qui, après avoir passé 3 siècles à coloniser l'intégralité du monde, n'ont plus de marge de manœuvre à se faire économiquement, parce qu'il n'y a plus rien à coloniser, tout a été colonisé. En gros, je caricature un petit peu, qui se sont retrouvés à se dire, pour relancer un petit peu la machine capitaliste, est-ce que ça serait pas une bonne idée d'aller se faire la guerre entre nous? Non, mais t'as raison, c'est ça. Donc là, c'est un peu... Parce qu'on parle souvent un petit peu de se dire « Oh là là, ça sent les années 30 en ce moment avec la montée de l'extrême droite ». Mais donc là, c'est très déprimant comme question. Mais effectivement, est-ce que ça sentirait pas aussi un petit peu les années 10 et le pré-Première Guerre mondiale? Est-ce qu'on ne serait pas un savant mélange entre l'avant-Première Guerre mondiale et l'avant-Deuxième Guerre mondiale? Ça, plus un savant mélange d'autres choses et de neuf, a priori, parce que ça ne sera jamais la répétition exacte de ce qui s'est déjà produit dans l'histoire. Par exemple, tu as raison, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, c'est la formule de Rosa Luxembourg, qui est une très grande révolutionnaire, qui expliquait que, en fait, les guerres, à un moment, c'est le prolongement sur le terrain militaire d'une compétition qui a lieu avant sur le terrain économique. Et ça reste une constante, et c'est ce qu'on est en train de vérifier aujourd'hui. De la même manière que dans les années 30, tu vois, à un moment, dans le cadre d'une crise majeure, un recours politique qui se veut au-dessus des classes à un courant autoritaire, fasciste, parce que la bourgeoisie est un peu discréditée, qu'elle n'est pas capable d'imposer directement sa politique, parce que la classe ouvrière est défaite sans être entièrement défaite. Donc ça aussi, tu peux en tirer pour aujourd'hui. Mais ça sera nouveau parce que ça n'intervient pas au même moment du stade de développement du système capitaliste. Ça ne prendra pas la même forme, ne serait-ce que d'un point de vue très parce que militairement, par exemple, là, il y a la dissuasion nucléaire, l'arme atomique. Oui, donc on ne peut pas imaginer que et en plus, il y a tout ça. La Troisième Guerre mondiale, ça sera des tranchées en Europe entre l'Allemagne et la France. En plus, il y a tout ça. Mais je veux dire, c'est au début du XXe siècle et même jusqu'aux années 30, tu as le capitalisme en phase ascendante de développement économique. On est dans un truc de construction, tu as encore des débouchés possibles. Là, c'est plus le même âge. Là, on parle d'un âge, je ne sais pas si c'est l'âge ultime du capitalisme, qui se traduit par une espèce de genre happy hour tragique sur le thème, puisque c'est ça, vas-y, on se sert tous, quoi. Voilà, et tu as un côté quasiment mafieux, même dans le fonctionnement des capitalistes aujourd'hui, qui est vraiment de la prédation. Quand Trump, il parle de son accord avec l'Ukraine, mais c'est juste quand tu rembobines et tu remets sur plate, tu dis, mais il a vraiment dit ce qu'il vient de dire, en disant, je vais me servir, je vais prendre tes sous-sols. Normal. C'est totalement assumé.
assumer, quoi. Voilà, il sort une phrase, donnez-nous les métaux rares. C'est ça, et il n'est pas le seul à penser comme ça. Donc là, il y a un aspect de prédation qui renvoie à des crises beaucoup plus profondes encore du système capitaliste qu'elle ne l'était au moment de la Première Guerre mondiale ou des années 30. Donc c'est pour ça qu'il y a un truc qui s'accélère, qui est terrible à vivre, qui peut être tout à fait déstabilisant, mais dans lequel il faut tenir bon en disant maintenant c'est le moment justement de ne pas rester spectateur et spectatrice, de s'organiser, et que les organisations, quelles qu'elles soient, prennent leur lot de responsabilités. On a besoin de converger au-delà des désaccords qui existent, et il y a des désaccords qui existent, pour essayer de combiner d'unité, de la radicalité, et tout ça par-delà les frontières. Et on est obligé de repenser les choses différemment. Je veux dire, je dis pas ça pour faire des effets de manche. Je veux dire, c'est une part d'introspection qu'on doit avoir tous et toutes. Moi, je pense plus de la même manière qu'il y a quelques années. C'est pas possible. Et j'espère que tous et toutes, on va en arriver à ça, parce que le problème, c'est qu'il y a tous les conflits, qu'il y a en prime de tout une espèce de décomposition totale du mouvement ouvrier traditionnel. Donc il faut tout reconstruire. C'est tout un nouveau mouvement d'émancipation qui reste à reconstruire. Mais ça, c'est possible. L'histoire, elle n'est pas pliée. C'est ce que je voulais dire. C'est pas parce que c'est terrible et que ça va dans ce sens-là que l'histoire est pliée. L'histoire, on peut la faire bifurquer à chaque instant. Ça aussi, c'est l'histoire longue du mouvement de l'émancipation. Ça, typiquement, en plus, on peut même se dire que s'il y a une accélération, c'est extrêmement inquiétant, mais que c'est peut-être aussi sur la base de cette crise que peut naître, je sais pas, peut-être quelque chose d'un petit peu révolutionnaire, quoi, tout simplement. Alors là, je sors un peu les grands mots révolutionnaires. Ça veut pas dire, il va y avoir automatiquement le grand soir, parce que là, ça sera trop la crise, les contradictions internes du capitalisme, tout ça reste assez théorique. Mais force est de constater que parfois, c'est dans la crise que naît aussi un petit peu l'opportunité révolutionnaire, on va dire, quoi. Et là, quand je dis ça, je pense, par exemple, très typiquement, l'année 1917 en Russie, c'est l'année où il y a eu 2 révolutions dans la même année. La révolution de février, qui était en gros le moment où il y a un petit peu de démocratie qui est arrivée, le régime du tsar a été chassé. Puis après la révolution d'octobre, donc la révolution bolchevique, il ne faut pas oublier que tout ça s'est passé en 1917, pendant que la Russie était engluée dans la Première Guerre mondiale, et que c'était vraiment un moment horrible, quoi, pour les Russes. C'était des millions de morts dans les tranchées, des gens qui mouraient de froid, on fusillait les déserteurs. C'était vraiment terrible. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il y a eu un truc, qu'il s'est passé un truc, quoi. Alors après, le bilan final de l'expérience de l'URSS et que l'expérience soviétique est un petit peu différent, mais en tout cas, on peut aussi regarder et se dire, le fait que ça va être peut-être de plus en plus dur, que la crise va s'aggraver, est-ce que c'est forcément... Enfin, c'est une mauvaise nouvelle, parce qu'il va y avoir de la destruction, quoi, à tous les niveaux. Il va y avoir des morts, il va y avoir de la destruction, même écologique. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire que derrière ça, peut-être que ça sera l'électrochoc pour qu'il se passe quelque chose? En tous les cas, la situation, elle reste ouverte même dans ce genre de situation, tu as raison de l'expliquer, puisqu'historiquement, en effet, il y a la révolution russe avant de devenir une contre-révolution totalitaire et bureaucratique. Il y a aussi la révolution allemande, qu'on oublie toujours, mais qui s'enclenche en 1918 et qui durera de fait jusqu'en 1923, qui est un mouvement d'émancipation et d'auto-organisation absolument extraordinaire. Il y a des centaines de milliers, même des millions d'hommes et de femmes qui se sont organisés d'eux-mêmes et d'elles-mêmes dans des conseils dans toute l'Allemagne. Et ça naît des entrailles de la Première Guerre mondiale. Ceci étant, on aurait pu aussi éviter ces millions de morts, raison pour laquelle les socialistes révolutionnaires conséquents s'étaient battus contre cette guerre interimpérialiste. Et c'est pour ça que ça rejoint la discussion qu'on a depuis le début. Être capable de faire la différence entre les conflits militaristes interimpérialistes où on va nous demander de servir de chair à canon, et puis les conflits de ceux et celles qui cherchent à résister à des offensives de guerre, d'occupation, et qui réclament notre aide. D'où l'internationalisme vu par le bas. Raison pour laquelle, je te redis que c'est les mêmes raisons qui me poussent à être solidaire de Palestiniens, de Kurdes, d'Ukrainiens, et y compris dans ce cadre-là, pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent, ne jamais oublier notre propre impérialisme, notre propre colonialisme, toute proportion gardée. Mais dans les colonies françaises, il y a des explosions sociales régulièrement, il y a de la répression. C'est le cas en Guadeloupe, c'est le cas en Martinique, c'est le cas en Kanaki, notamment, où il y a des prisonniers encore à l'heure actuelle dans les prisons françaises. Ok. Ça marche. Alors, on va passer un petit peu à un autre sujet maintenant, parce que ça fait quoi? Ça fait déjà 1 heure à peu près qu'on est en train de discuter. On est déjà à la moitié, ça passe vite. Mais ça tombe bien, parce qu'on a regardé à peu près la moitié des extraits. Donc là, du coup, on va regarder un autre extrait. Tu as parlé tout à l'heure d'unité à gauche. Et ça, c'est un discours que tu as beaucoup eu, en particulier ces derniers temps. Notamment, il y avait toute une tribune qui avait été faite par le NPA et un appel à la mobilisation. C'était le 8 juin de l'année dernière. Donc c'est assez amusant. Donc il y avait en gros une mobilisation pour appeler à l'unité à gauche, à l'unité la plus large possible dans le contexte de la résistance à l'extrême droite, qui était vraiment, à ce moment-là, c'était le moment où il y avait il y avait Mathilde Panot, je crois, Rima Hassan et un militant CGT dont j'ai plus le nom, qui était littéralement, qui avait été mis en garde à vue pour apologie du terrorisme. C'était un moment de répression assez terrible du pouvoir en place, et donc du coup le NPA avait appelé en réaction à cette répression et à cette montée de l'extrême droite, à faire un appel unitaire, et donc une manif qui a eu lieu le 8 juin. Alors déjà, c'est un peu amusant parce que le lendemain, il y a eu la dissolution. Littéralement, le lendemain de cette manifestation et de cette mobilisation, il y a eu la dissolution. Et du coup, là, ce mouvement un peu d'unitaire de résistance face à l'extrême droite, on l'a vu de manière électorale, mais pas que, et on l'a quand même vu.
Et donc pour parler un petit peu de tout ça, j'aimerais qu'on regarde un extrait. Donc c'était le 18 mai 2024 très exactement, chez Baxit, donc une autre chaîne Twitch que vous connaissez, le chat évidemment, la chaîne de Jean Massier qu'on salue. Donc si tu peux lancer l'extrait. Cet appel unitaire, est-ce qu'il va jusqu'à Raphaël Glucksmann ? Oui, parce que tu disais dans l'article que quand même, tu crois quand même un peu aux deux gauches irréconciliables. C'est-à-dire qu'il y a quand même une frontière, quoi. C'est là où il faut expliquer les choses, absolument. Voilà. C'est-à-dire que je pense que sur le fond des orientations politiques en positif, c'est-à-dire ce qu'on ferait dans un gouvernement, il y a des orientations qui ne sont pas compatibles sur des mesures à prendre. Okay. Est-ce que tu fais la retraite à 60 ans ? Est-ce que tu appliques la réquisition des logements vides, etc. Est-ce que tu réclames un cessez-le-feu ? Bon, mais pour autant, quand bien même tu as deux gauches qui sont irréconciliables dans un même gouvernement, c'est-à-dire sur ce qu'il faudrait faire en positif, rien ne nous empêche de résister ensemble. Okay, d'accord. Voilà, ça veut dire qu'on peut résister ensemble, même quand on marche séparément. C'est une vieille devise du mouvement ouvrier. Et là, le problème, c'est que la gauche est en train de se... Je veux dire, il suffit de regarder la campagne pour comprendre que tout le monde s'envoie des scuds, des missiles en permanence, et que l'extrême droite, quasiment... Enfin, je veux dire, on parle d'une extrême droite qui est quasiment à 40%. Donc cet appel unitaire, là, t'as une phrase que je t'ai vu sortir ici, tu l'as ressortie, je ne sais plus à quel moment, mais j'ai regardé plusieurs interviews pour préparer cet entretien, où tu parles de résister ensemble en marchant séparément. Donc est-ce que tu peux, plus concrètement, comment là, actuellement, on peut résister ensemble et marcher séparément ? Quel est un petit peu le cadre de cette résistance ? Est-ce que ça va effectivement jusqu'à Raphaël Glucksmann ou au moins jusqu'au PS, qui pourraient eux-mêmes être victimes de répression à un moment donné ? Et comment très concrètement on fait, sachant que là, depuis un an, il s'en est passé des choses avec le NFP, pour résister ensemble en marchant séparément ? Théoriquement, ça devrait être le NFP. Okay, tout simplement. Tout simplement. La réponse est simple. Il n'a même pas besoin de l'inventer. Il existe théoriquement, mais il n'existe pas. Ouais. Il n'existe plus. Il existe virtuellement parce qu'il y a une secrète entente tacite entre tous les appareils politiques de gauche, quels qu'ils soient, pour surtout pas le faire vivre nationalement. Chacun a ses raisons. Et c'est que des mauvaises raisons. Parce que tu pourrais parfaitement imaginer ce type de maison commune, précisément où on résiste ensemble, voire on a quelques points et quelques mots d'ordre communs qu'on cherche à mettre en avant pour taper dessus, et en même temps on assume toutes les divergences qu'il y a eu, qu'il y a et qu'il y aura sur des questions internationales, sur des questions qui touchent à la situation française. Voilà. Et là, ce que la responsabilité des appareils politiques de gauche, de ce point de vue-là, elle est plus que coupable. Elle est plus que coupable, parce qu'il n'y a rien qui justifie ça, sauf des petits calculs. Des petits calculs à 2 balles. En réalité, il se joue quoi ? Parce que quand tu parles, même le mot hégémonie, il est dénaturé aujourd'hui. Nous, quand on parle d'hégémonie politique, c'est l'idée de gagner l'hégémonie dans la société, c'est-à-dire collectivement, pour faire en sorte que des thématiques soient réappropriées par les masses elles-mêmes. Une majorité à l'Assemblée. Exactement. Et c'est pas d'imposer son poids à d'autres. Alors la gauche ne fonctionne que comme ça en réalité quand tu regardes. Tous. Quasiment tous. La gauche institutionnelle, la gauche institutionnelle, électoraliste, on pourrait dire. Sur le thème, c'est moi qui suis devant, donc vous suivez. Mais en vrai, déjà, ça ne pouvait pas marcher comme ça. Ça ne pourra jamais marcher comme ça. D'autant que le NFP avait comme qualité d'associer des secteurs du mouvement social, des organisations comme CEDEC, des organisations juives décoloniales, le planning familial, ATTAC et d'autres, même localement. Même la CGT avait appelé... de fait, c'était joint à la mobilisation, et localement, tu avais des structures syndicales qui étaient directement reliées à ça. Donc tu as des réunions locales du NFP, il faut continuer à les faire vivre. Mais là, tu me demandes... Comme cas d'école, il faudrait faire ça. Si ce n'est pas le cas, il faudra faire autrement. On trouvera une autre astuce pour le faire, parce que l'aspiration, elle est quand même vachement forte. Parce que là, en tête, tu as des histoires de bataille de leadership pour des affaires de pouvoir politique. Ouais. Sur le thème, et au-delà de ce que j'en pense, et ce n'est pas que du bien, le problème, c'est qu'il y a une réfraction qui ne va plus. C'est-à-dire là, on parle de ce nouveau monde qui est en train de se décliner à chaque nouveau décret que signe Donald Trump. Mais penser comme pense une partie de la gauche institutionnelle sur un calendrier électoral qui est celui de la Ve République, c'est comme une moulette collée sur un rocher qui est le rocher de l'Ancien Monde, et pas comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de partir devant. Et ça ne va pas durer, cette histoire. Donc le leadership pour savoir qui sera devant la présidentielle, c'est bien beau, ça n'amuse plus personne, et c'est en deçà de la situation, parce que même les institutions, dans ce cadre-là, elles ne seront pas aptes à résister à ce nouveau monde, même du point de vue des possédants. Donc il va falloir en inventer de nouvelles. Donc c'est bien beau d'avoir 6e République tous et toutes dans la bouche. Il va falloir commencer à expliquer ce que ça signifie et ce que signifie notamment ce poison, qui est le poison du présidentialisme. Voilà. Donc maintenant, pour vraiment être beau joueur, je dis qu'ils parce que la plupart, là aussi, c'est des hommes, qu'ils aient tous leurs ambitions. Soit, allez, vas-y, va pour tes ambitions. Maintenant, on fait comment ? En attendant que tes ambitions soient satisfaites, on fait comment ? Face à l'urgence, à l'attente unitaire. Donc là, et moi je pense que cette attente, elle est plus forte qu'on croit. Je ne peux pas croire que tout soit parti dans le sable.
Moi, je pense pas. Hein. Je pense pas que tout soit parti dans le sable. Parce que ça levait un espoir, quand même, ce moment du NFP. Et tu as vraiment le moment de la campagne du NFP avec quand même la très bonne surprise. Bon, c'était une victoire vraiment. On voit très bien qu'elle n'a pas eu beaucoup de débouchés très concrètement, puisque Macron a décidé de tout simplement ignorer le résultat des urnes. Mais quand même, l'espoir que ça levait à ce moment-là, je regardais en préparant notre entretien, le débat que tu avais fait avec Manuel Bompard aux Amphis, c'était fin août de l'année dernière. Donc il n'y avait pas encore le gouvernement Barnier. Donc justement, on ne savait pas. On se disait alors peut-être qu'il va y avoir un gouvernement NFP. Et en tout cas, en plus, il faisait beau, quoi. C'était plein soleil. Et on avait l'impression qu'il faisait bon vivre. Revoir ça avec le recul. En plus, maintenant que Trump a été réélu, que le NFP à l'Assemblée, ça s'est quand même plutôt globalement mal terminé avec cette espèce de scission vraiment avec le PS, ce qui est compréhensible en même temps. On s'y attendait un petit peu. Mais il y a eu un moment quand même, un moment d'espoir. Je pense que ça l'a levé dans la situation, dans la population. Et surtout le moment de la campagne où tout le monde s'est joint et qu'il y a eu cette vraie démarche unitaire, mais pour de vrai, et pas qu'avec les partis qui n'étaient pas électoralistes, mais une vraie démarche quasiment antifasciste. Parce que faut se rappeler la situation que c'était. On a presque tendance à avoir déjà oublié avec tout ce qui s'est passé à l'Assemblée. Mais c'est Macron qui a tenté de faire une passe décisive à Jordan Bardella pour le mettre Premier ministre. C'est globalement ça qui s'est passé, quoi. Mais tu as raison d'insister là-dessus. C'est bien de se le redire. C'est pas pour faire... c'est pas pour se regonfler artificiellement le moral, mais parce que ça a eu lieu. Et il ne faut pas qu'on devienne cynique après coup. En disant finalement, en insistant sur toutes les limites et toutes les contradictions, y compris de cette victoire électorale, il s'est passé quelque chose. Et c'était pas prévu. C'était pas prévu. Non seulement le RN devait avoir la majorité absolue, le RN n'a pas eu la majorité tout court, et le NFP est arrivé devant. Et ça s'est passé en quelques jours, pour les raisons que tu évoquais, c'est-à-dire... Une semaine de basculement entre les deux tours, où là, c'est presque comme si la démarche unitaire à gauche s'était élargie quasiment jusqu'à certains la Macronie, parce qu'il y a quand même Gabriel Attal contre toute attente. Hein. Moi, je sais bien, j'ai suivi ça vraiment quotidiennement sur Twitch, j'en parlais avec mon chat de 12 fois par jour, et tout le monde disait, mais impossible que Gabriel Attal appelle à voter pour LFI contre le RN, ou Gabriel Attal ou un autre. Hein. Il disait, les macronistes ne voteront pas à gauche, les macronistes, ils sont déjà quasiment d'extrême droite. Et même ça, il s'est passé un truc où ça, personne s'y attendait. Même Gabriel Attal, et je dis pas ça pour lui jeter des fleurs, hein, c'est un adversaire politique très clairement, mais même Gabriel Attal a voté appelé LFI contre le RN, et surtout, même les électeurs macronistes, qu'on pensait quasiment acquis au fascisme, quand on voit la direction de la Macronie ces derniers jours, ils ont voté largement plus, y compris pour LFI, en cas de second tour où ils devaient choisir, que contre le RN. Donc on a aussi vu, peut-être, au second tour, un front face à l'extrême droite qui est encore plus large que le simple cadre de la gauche, c'est-à-dire que finalement, c'est presque comme si le barrage républicain avait eu lieu, et quand il y a eu ce moment de l'entre-deux tours, où ça s'est transformé en référendum en fait pour ou contre le RN, il y a à peu près 2/3 des Français qui ont dit « moi je préfère voter pour les macronistes que je déteste » ou « moi je préfère voter pour LFI que je méprise » plutôt que de laisser Bardella arriver Premier ministre. Et ça pareil, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on a oublié, mais quand on voit ça, on se dit que face au fascisme qui est quasiment au pouvoir, il reste quand même une base en France. Et moi, je trouve que c'est un vrai motif d'espoir pour la suite, quoi. Alors, pour moi, il n'y a pas eu que ça. Hein. Il y a eu ce que tu dis. Le Gabriel Attal, je t'avoue, j'avais zappé. Mais c'est peut-être aussi j'ai suivi ça et tout le monde était estomaqué. Je suis dans le déni aujourd'hui, c'est comme ça. Mais ce que tu traduis, c'est de toute façon, c'est typiquement le genre de situation où tu as une situation qui déborde et qui déborde les appareils politiques de gauche, parce que ça a débordé. Quand ça déborde et ça déborde dans tous les sens. Mais ce n'était pas qu'un front antifasciste. Je crois que c'est important de s'en souvenir aussi, c'est-à-dire que dans le NFP, il y a eu un programme politique avec des mesures qui n'étaient pas des mesures révolutionnaires ni réformistes, qui étaient juste des mesures d'urgence. Et ça a contribué à redonner confiance à notre propre camp social, et notamment dans un secteur qui est celui de la jeunesse. Et je pense que ça, c'est super important à avoir en tête. C'est-à-dire que précisément, on a besoin, même si c'est partiel, à se raccrocher à des trucs qui te donnent des raisons d'espérer. Et pas simplement faire barrage, jusqu'au jour où tu dis, on n'arrête pas de faire barrage et finalement, ça suffit pas. Oui, s'il n'y a pas de contenu, s'il n'y a pas de contre-proposition à la proposition fasciste, qui, elle, a des vraies propositions. Hein. Exactement. Et là, du coup, racistes, si tu te souviens, comme ça se cristallisait, notamment sur la question de l'augmentation de 200 € du salaire minimum, qui est dérisoire en réalité. C'est pas grand-chose. Non seulement c'est pas grand-chose, mais en plus, même en termes de financement, c'est vraiment dérisoire. Et alors là tu as toute la pensée dominante qui nous est tombée dessus. Ça va être la faillite de la France, vous allez mettre la France à genoux. Parce que, justement, ça rejoint ce qu'on disait sur les retraites, sur l'augmentation des salaires, c'est pareil, tu touches au rapport capital-travail. Donc là, c'est des questions trop sérieuses. Et ça a laissé ouvert la manière dont un gouvernement même du NFP aurait eu à l'appliquer. Parce que nous, on aurait été gourmands, même friands, de savoir comment, par exemple, des ministres socialistes auraient fait pour augmenter ce salaire minimum qu'ils n'ont jamais augmenté quand ils étaient au pouvoir. Même François Hollande. Ils avaient même majorité au Sénat et à l'Assemblée nationale et l'Élysée. Et donc le problème était dans leur camp, pas dans le camp à nous. C'est-à-dire, là, tu laissais ouvert justement des questions qui n'étaient pas réglées et qui ne le restent pas, parce qu'elles sont contradictoires sur les stratégies politiques que tu développes pour appliquer un programme de ce type. Et c'est une façon aussi de voir la politique différente dans la praxis, pour sortir les grands mots. C'est-à-dire, tu règles les questions de clivage, réforme, révolution aussi par ce biais-là. Et c'est quelque chose d'important. Là, on parlait de Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg, elle écrit très vite
que en fait, la réforme et la révolution, c'est pas des processus qui s'opposent abstraitement. En réalité, c'est un même mouvement. C'est un même mouvement qui a une relation dialectique, c'est-à-dire dans un processus d'émancipation, tu vas avoir à un moment donné la réforme qui va prendre le dessus, à un moment la révolution. Nous, on est dans une optique révolutionnaire parce qu'on pense que pour appliquer même ces réformes-là, il faudra une rupture révolutionnaire avec l'appareil d'État, les institutions. Et dans un rapport de force vis-à-vis du camp du capital. Même et toucher aux questions de propriété, c'est-à-dire tu pourras pas mettre en application ce genre de mesures si tu ne te réappropries pas collectivement les secteurs les plus importants de la société, de l'économie. Sinon, tu racontes des histoires pour enfants. Nous, en tous les cas, c'est ce qu'on pense. Mais pour autant, tu vois que la dialectique, elle est... En fait, elle est différente. C'est pas un truc abstrait. Et là, c'était une bonne illustration. Et ça, une fois encore, c'est pas parti dans le sable. Cette attente, elle existe. C'est pas parce que les appareils politiques sont pas à la hauteur des enjeux, ils sont pas capables de chercher à se hisser à ce niveau qui était le niveau du mois de juin, que tout est parti. Et notre responsabilité, en tous les cas, elle est là. Et quand je dis la nôtre, c'est pas le NPA, c'est tous ceux qui nous regardent, c'est des militants de toutes ces organisations, y compris de la France Insoumise, y compris des Verts, même du PC, même du PS. J'ai vu des militants du PS. Dans la campagne pour Philippe Poutou on a vu des choses quand même à Carcassonne, c'est surprenant. Tu te dis, voilà, en fait, qu'attendait ça en vrai, qu'attendait d'en être et qu'attendait la bagarre. J'en avais parlé avec un ami à moi qui est militant LFI, donc il est dans un groupe d'action LFI, peut-être dans le 14e arrondissement, c'est à Paris 1 en tout cas. Et il me racontait du coup la différence chez certains militants PS, pas tous, mais en tout cas ceux que lui il pouvait croiser sur le terrain pendant la campagne, la différence entre la campagne pour les européennes. Non, c'était au moment de la NUPES, je me trompe, au moment de la NUPES. Donc c'est pas au moment du NFP, c'était en 2022. Entre la campagne qu'ils ont dû faire pour Anne Hidalgo, où ils n'avaient absolument aucune motivation, et ce moment qui était déjà un moment unitaire, plus électoraliste en réalité, le moment de la NUPES, donc c'était en 2022, il a dit, mais alors là, moi j'ai vraiment vu des militants PS qui étaient déprimés de faire leur campagne pour Anne Hidalgo, mais c'est juste ce qu'il expliquait, c'est que voilà, ils ont le doigt sur la couture du pantalon, comme on dit, c'est juste que voilà, c'est des militants du PS, bon, ça a été décidé que c'est Anne Hidalgo la candidate, ils y vont, mais il m'a dit, je les ai vus vraiment le sourire au visage, être content de pouvoir militer, juste parce que là, c'était la NUPES, c'était une démarche unitaire, alors même que c'est des militants du PS, et le PS, ça s'est vu dans la dernière séquence où ils ont décidé de ne pas censurer le gouvernement, qui moi j'estime que c'est une faute politique vraiment lourde, et pourtant, malgré tout, il y a des militants du PS qui étaient contents de faire une campagne, alors que le mot d'ordre de la campagne, c'était littéralement élire Mélenchon Premier ministre, quoi. Donc c'est vrai que, t'as dit un truc dans une interview, je sais plus quand c'était, non, c'était pendant le débat avec Olivier Besancenot, où toi, ça avait fait un truc un petit peu pareil, où tu avais été agréablement surpris de voir qu'il y avait des syndicalistes de la CFDT, donc la CFDT, pour ceux qui ne savent pas, c'est le syndicat qui est la majoritaire dans le privé, mais pas dans le public, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un syndicat qui est considéré comme très peu combatif, qui préfère aller négocier avec le patronat plutôt que faire une bonne vieille grève. Et pourtant, toi, c'était pendant la réforme des retraites, là où l'intersyndicale est resté soudé, il y avait une démarche unitaire, mais à l'échelle des syndicats. Tu te dis que tu as été étonnamment surpris de voir que les militants CFDT, en fait, c'était des syndicalistes parfois tout aussi solides que les autres, et que là, ils étaient surtout contents de se dire « Ok, on va dans la rue, on va faire grève ». De la même manière, il s'était passé un truc un peu unitaire à ce moment-là, avec des bonnes surprises. Non, mais c'est bien fait pour moi, parce qu'il ne faut jamais jouer les marioles, en fait. Parce qu'on est convaincu à un moment donné qu'on finit par être les seuls, et des fois, il y a plein de raisons qui nous poussent à croire qu'on l'est. Et en fait, non, comme tu dis, il y a plein de militants et de militantes de gauche qui n'ont qu'une envie, c'est de rester à gauche, en fait. Donc ça existe. Après, les appareils politiques, c'est autre chose, mais là, en l'occurrence, c'était le cas avec la CFDT. Ouais, je l'ai appris, je l'ai réappris plus exactement à ce moment-là. Et il faut essayer de se réinscrire dans cette perspective-là, parce que là, les gauches s'éclatent sur le thème quasiment les deux meilleurs ennemis du monde, Jean-Luc Mélenchon ou François Hollande, et puis vas-y, choisis ton camp. Ça ne peut pas se résumer à ça. Personnellement, j'ai un peu choisi mon camp. Si ouais, mais Mélenchon contre Hollande, oui, je vois ce que tu veux dire. Le problème, c'est que si tu rentres là-dedans, déjà, moi, je te dis, le film, c'est plié. Si on raisonne comme ça... C'est juste même pas la bonne approche, quoi. C'est ça. Ouais. Enfin, c'est ce que je pense. Moi, je pense que si on raisonne comme ça, c'est mort. On peut y aller, vas-y, on va se faire plaisir. Léon Trotsky, alors là, toute proportion gardée, dans les années 30, il passe son temps à écrire à tous les militants du mouvement ouvrier qu'il connaît, de la social-démocratie, du Parti communiste, en disant on va droit à la catastrophe, si ça continue, on va se retrouver dans les mêmes camps. Il voyait juste. Donc là, on peut jouer à ce jeu-là. C'est pour ça que quand la France insoumise, et c'est le cas encore aujourd'hui, et c'est pour ça qu'ils ont encore une fois toute ma solidarité, se prend un tombereau d'insultes, de menaces, de boue quotidien, tous ceux qui à gauche jouent le petit jeu en disant bon, ils l'ont bien mérité et finalement on s'en frotte les mains. Bon courage, parce que derrière la France insoumise, ce sera leur tour. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer ce jeu-là. Mais de la même manière, je peux faire honnêtement sans démagogie. Je peux me faire applaudir d'une assemblée aujourd'hui en tapant un raccourci sur la direction du PS. C'est facile. Oui. En plus, ils tendent le bâton pour. Moi, de ma petite expérience de streamer, pareil. Bah oui. Quand on s'amuse dans mais c'est quoi notre responsabilité ? Ça marche, c'est vrai. Notre responsabilité, c'est de réaffirmer à quel point on est en désaccord avec eux. On le sait. Et pourquoi ce qu'ils font, c'est catastrophique. Mais en même temps, de dire voilà,
C'est pas une orientation ultra sectaire en disant que tout ça, ça se vaut, et qu'en fait, on a devant nous, avec la social-démocratie, le meilleur allié du fascisme. Parce que ça aussi, cette musique, je l'entends. Ça, c'est catastrophique dans l'histoire. C'est daté dans l'histoire du mouvement ouvrier. On appelle ça la 3e période. C'est une orientation qui est développée par Staline dans l'internationale communiste à la fin des années 20. D'accord. Et qui va se traduire notamment par une orientation imposée au Parti communiste allemand, qui fait que l'ennemi, c'est le social-fascisme. Et qui fait qu'on va avoir, à un moment donné, heureusement pas dans toute l'Allemagne, mais localement, des militants du Parti communiste allemand qui, avec des militants nazis, vont aller bordéliser des meetings du Parti socialiste et de la social-démocratie. Et c'est tentant d'aller bordéliser le PS et leur dire tout. Mais je veux dire, on n'est pas comme eux. De le faire, on n'est pas comme eux. Il faut penser, faut maintenir toutes ces divergences, mais les maintenir de manière politisante. De les maintenir de manière politisante, parce qu'il ne faut pas croire, dans les yeux de nos adversaires, et tu as tout à fait raison sur l'exemple que tu prenais d'Attal, parce que j'ai mon déni, mais je vois. C'est-à-dire que derrière la France insoumise, ce sera le tour des Verts, du PC, de la social-démocratie et de toute une partie de la Macronie. Quand tu regardes les réseaux sociaux, les fachos, quand ils insultent... Pour eux, Retailleau est un immigrationniste. Tu vois, puis tu prends même, tu prends tous les chroniqueurs et les chroniqueuses de France Inter, c'est des gauchistes pour eux. Il y a de la marge, tu vois, à nos yeux. Oui, c'est un peu l'aile gauche de la Macronie, en réalité. Donc je veux dire, faut pas oublier de la manière dont eux raisonnent. Parce que ça permet de relativiser un peu les choses. Et c'est quand même un truc de dingue que ça soit moi, ou le NPA, qui soit amené à tenir ce type de discours-là. Et pourquoi c'est étrange que ça soit le NPA parce qu'on est les plus éloignés du PS, à gauche. Tu vois, on est les plus éloignés. Et on sait pourquoi. Tout autant que les autres. Voilà. Mais faut savoir essayer de cerner les choses et d'amener les discussions politisantes. La direction du Parti socialiste, elle pense que c'est dans le cadre de l'économie de marché que les choses se passent. Pas nous. On pense qu'il faut en sortir. Tu as une gauche qui pense que ça ne se passe pas dans l'économie de marché, mais qui pense que ça va se faire à coup de réforme. Pas nous. Ça n'empêche qu'on a des relations politiques avec tout cela et toutes celles-là. Avec la France insoumise, on a des convergences concrètes parce que, de fait, ils et elles ont été amenés à se positionner face aux assauts de la pensée dominante, avec des positions, j'allais dire, toujours un peu plus à gauche qui nous rapprochent. Voilà, mais ça se fait par une pratique, et ça n'empêche pas que même avec la France insoumise, il y a des discussions politiques et il y a aussi des désaccords. Évidemment, sinon ça serait qu'un seul et même parti. Exactement. Ouais. Alors justement, sur les rapports avec la France insoumise, ça va nous amener à un autre sujet, on en est au 12h56, ça, je dirais qu'on est dans les temps, on va essayer de pas trop traîner quand même. Donc il y a eu une scission il n'y a pas longtemps au NPA, avec une partie du NPA, donc maintenant qui s'appelle le NPA révolutionnaire, qui a fait scission, et donc maintenant il y a deux partis, NPA l'anticapitaliste, donc c'est celui-ci, le NPA l'anticapitaliste, et un autre qui s'appelle le NPA révolutionnaire. Et donc on dit souvent, alors moi je sais pas, je suis pas un spécialiste de cette histoire, je sais pas exactement ce qui s'est passé en interne, mais on dit souvent que c'est parce que le NPA l'anticapitaliste a voulu un petit peu s'allier avec la France insoumise ou se rapprocher de la France insoumise, et on a même certains partis traditionnellement communistes révolutionnaires qui considèrent que le NPA n'est plus un parti révolutionnaire, mais est devenu un parti quasiment un parti vassalisé par LFI, quoi. Moi je pense que c'est pas tout à fait le cas, mais en tout cas c'est ce qui se dit. Donc je vais avoir plusieurs questions, mais avant tout ça, j'aimerais te lire, du coup, je pense que tu en as entendu parler, juste l'intro d'un courrier qui a été fait par Révolution Permanente à l'issue de leur congrès de je sais plus quand, un congrès qui était il y a quelques semaines, qui est une lettre ouverte au NPA révolutionnaire, à Lutte ouvrière, donc deux partis qui sont vraiment des partis révolutionnaires, on va dire, à l'ancienne, si je peux me permettre. Et donc je vais te lire ça et te demander un petit peu ce que tu en penses. Donc le courrier, publié le 18 février, ça donne ça. Ce courrier, envoyé à Lutte ouvrière et au NPA révolutionnaire le 9 février dernier, fait suite à une résolution du premier congrès de RP, donc Révolution Permanente, qui a discuté de l'importance d'une adresse aux organisations se réclamant de la révolution, en particulier Lutte ouvrière et le NPA révolutionnaire, donc pas le NPA l'anticapitaliste, pour poser la question de davantage d'échanges politiques, de campagnes communes, mais aussi de fronts électoraux qui permettent aux communistes révolutionnaires de faire entendre leur voix, notamment lors des prochaines échéances électorales. Et donc, vu que ce courrier n'est pas adressé au NPA l'anticapitaliste, est-ce que ça signifie, selon eux, que le NPA n'est plus révolutionnaire? Et plus largement, c'est quoi ta vision d'être révolutionnaire en 2025, sachant que tout à l'heure, tu as dit quelque chose que moi j'ai trouvé très intéressant. Je t'ai dit que j'ai fait un peu mes classes proches de Lutte ouvrière, donc moi c'est à la base de ma politisation, c'est me poser la question, est-ce que je suis réformiste ou est-ce que je suis révolutionnaire? Moi j'en suis un peu venu à la conclusion que c'était pas vraiment important et que le but c'était de se mettre en action. Donc qu'est-ce que tu as à dire toi là-dessus? C'est quoi les relations déjà avec le reste des partis révolutionnaires? C'est quoi les relations avec LFI? Et c'est quoi toi ta vision qui est peut-être un petit peu entre les deux ou par-delà ce clivage réformiste-révolutionnaire? Je ne peux pas répondre au courrier qui ne nous est pas adressé, puis je ne veux pas parler en leur nom. Pour moi, c'est des camarades. Ah. Voilà. On a eu des discussions, on a des désaccords, parfois des clashs compliqués dans l'histoire de l'extrême gauche, qui est une histoire très complexe, parfois, pour le meilleur et aussi pour le pire. On en prend notre lot et notre responsabilité. Ça reste des camarades. Et ils ont
toute ma solidarité quand Hamas passera en justice au mois de juin par rapport à toutes les poursuites sur la question de la Palestine, par exemple. Ça sera le cas aussi de Gaël Tirante, de tous les autres. Je ne veux pas être comme ça, je n'ai pas envie d'être comme ça. Ça n'empêche qu'en effet, nous, comme tu le dis, tu as assez bien résumé la situation, on peut être révolutionnaire et unitaire. Nous, c'est ce qui nous définit. On se définit comme ça. Moi, je ne veux pas définir les autres. Je ne suis pas là pour distribuer des labels. C'était plus pour rebondir un petit peu sur le j'ai compris. Je te réponds. Raison pour laquelle, en effet, nous, quand le NFP s'est constitué à l'unanimité, ce qui est très suspect chez nous, quand il y a une unanimité qui arrive, on a tous décidé de rentrer dans le NFP. Donc, on l'a fait, et on l'a fait sans le regretter, quelles que soient les limites du truc. Si c'est à faire, on le refera. Parce qu'on pense qu'il y a la dispute, si tu veux, des idées révolutionnaires, elle se fait précisément dans un combat unitaire. Tu as deux philosophies générales. Tu peux penser que tu pourrais avoir une philosophie même quasiment économie de marché. Le meilleur moyen de se construire, c'est d'énumérer tous les sujets qui te différencient des autres, et puis les gens vont faire leur marché, puis ils vont rentrer chez toi plutôt que chez les autres. Puis tu as une autre logique qui prétend que la dispute politique, des idées pour l'hégémonie, faire en sorte que tes idées révolutionnaires prennent le pas, ça passe par une dispute et une confrontation unitaire. Nous, c'est plutôt notre logique. C'est d'ailleurs la logique et la philosophie générale au long cours de notre famille politique, celle de la 4e internationale, de ce qu'était la Ligue, etc., au-delà des nuances, des situations et des désaccords qu'il y a eu, même dans la Ligue. Et c'est compliqué. Moi, je ne vais pas jouer, une fois de plus, le mec qui sait. Quand tu cherches à être unitaire et révolutionnaire à la fois, c'est un chemin de crête, et un chemin de crête, c'est toujours casse-gueule. Tu peux tomber à gauche, à droite, tu peux devenir sectaire, tu peux devenir opportuniste. Mais moi, je ne vois pas d'autre solution que de s'essayer à ça. Ou alors, en effet, tu proclames les idées de la révolution qui vont fonctionner. Depuis le temps qu'on les proclame, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Donc la pratique, elle joue, mais la pratique, elle joue, y compris avec des clivages qui ont un sens. Pour moi, le clivage réforme-révolution a un sens. C'est-à-dire que je reste un militant révolutionnaire ultra convaincu, encore plus révolutionnaire aujourd'hui qu'il y a quelques années, comme m'aurait dit mon ami et camarade Alain Krivine qui nous a quittés, par la simple et bonne raison que même pour appliquer des mesures partielles, je ne vois pas comment tu peux ne pas anticiper la rupture avec l'appareil d'État, avec les institutions, avec ceux qui ont la main mise et la question de la propriété. Tu prends des exemples historiques au long cours, je n'ai pas un seul exemple qui me vienne en tête d'une expérience émancipatrice qui vienne de la rue ou du suffrage universel, où l'oligarchie, qui possède tout, se laisse détrousser et déposséder en disant « Esprit Coubertin, c'est les Jeux Olympiques, on vous laisse les clés de la maison, débrouillez-vous, nous, on va peut-être s'exiler ou accepter simplement de plus rien posséder ». Ça n'arrive jamais. Cette oligarchie utilise toujours la violence, y compris face au scrutin. Là, il se trouve qu'en ce moment, je me replanche sur la question de l'expérience du Chili, de l'unité populaire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une expérience qui a eu lieu entre 1970 et 1973. Juste avant le coup d'État de Pinochet. Juste avant le coup d'État de Pinochet, qui était présidé par le socialiste réformiste Salvador Allende, mais avec des révolutionnaires du MIR, d'une organisation de la gauche révolutionnaire, qui était dans une position de soutien critique. Et tu vois, dans ce processus où la population s'est impliquée, pendant 3 ans, qu'il y avait une relation dialectique entre les deux. Mais qu'in fine, les révolutionnaires disaient « cette expérience est menacée par l'oligarchie et l'impérialisme nord-américain », les révolutionnaires, malheureusement, ont eu raison, puisqu'il y a eu, comme tu le disais, un coup d'État le 11 septembre 1973, fomenté par la CIA, l'oligarchie et Pinochet, et la population des travailleurs, des travailleuses, des paysans, des paysannes et de la jeunesse était désarmée et en inaptitude de pouvoir se défendre face à un coup d'État que tout le monde pressentait. Tu lis la presse, même publiquement 2-3 semaines avant le coup d'État, tout le monde pressent qu'un coup d'État va arriver. Donc, pour moi, la question d'être révolutionnaire, c'est protéger l'émancipation jusqu'au bout. Voilà. Et je vois même pas comment tu prends je te parlais des 200 € d'augmentation du salaire minimum, même ça, tu auras un gouvernement, tu aurais eu Lucie Castet, première ministre, pour l'appliquer, le monde entier nous serait tombé dessus. Et il aurait fallu dire, écoutez, en fait, pour le faire, on va être obligé d'augmenter tous les salaires, de répartir les richesses. Et pour répartir les richesses, il va falloir dire à l'oligarchie qui possède tout, vous n'allez plus tout posséder, et on va reprendre la propriété collective et sociale de secteurs qui nous semblent essentiels. L'énergie face à la crise climatique, le crédit par rapport à la crise bancaire, etc. etc. Et ça, les réformistes sont contre. Mais il y a encore des relations tout à fait troublantes. Là, je te parle du Chili. Salvador Allende, qui va mourir le jour du coup d'État dans le palais présidentiel à la Moneda, il est contacté par l'organisation de la gauche révolutionnaire et Miguel Enriquez. Il pensait pouvoir s'en sortir par une astuce réformiste, c'est-à-dire un référendum. Il se rend compte qu'il a été trahi et il dit, Miguel, par téléphone, il lui dit, Miguel Enriquez, le dirigeant du MIR, maintenant c'est ton tour. Donc il y a une relation vachement complexe, en fait, qui est loin des invectives et des machins. Et pourtant, derrière ça, il y a des questions stratégiques qui les séparent et qui sont des questions de fond. Mais donc, moi, je reste révolutionnaire
et unitaire. Donc voilà, et à la LFI, la différence, c'est probablement ce rapport à l'appareil d'État. Voilà. Parce que c'est l'objectif affiché de LFI, c'est quasiment le principe même du parti, c'est que c'est une machine à gagner la présidentielle. C'est un peu comme ça que ça a été conçu. C'est même, on pourrait dire, une machine à faire gagner Mélenchon à la présidentielle. Mais là, on est dans un autre débat que j'ai pas envie d'avoir maintenant. C'est pas le plus intéressant. Mais c'est ça. Mais après, on peut aussi se dire que c'est une stratégie qui est pragmatique, mais qui est pas complètement idiote, de se dire bon, force est de constater que on est prisonnier du présidentialisme, quelque chose que tu critiques beaucoup. Prisonnier de l'agenda électoral, pareil, quelque chose que tu critiques beaucoup dans quasiment toutes les interventions que j'ai vues de toi. À chaque fois, tu dis il faut pas rester justement coincé dans ce truc électoral. Mais peut-être que nos institutions, et la Ve République en particulier, nous forcent à être un petit peu coincés là-dedans, et que du coup, c'est pas complètement idiot de la part de la France Insoumise de se dire bon, on va jouer ce jeu-là, parce que ça va être compliqué de vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière si on n'arrive même pas à être à gagner la présidentielle. Parce qu'il non, mais il y a coincé, quoi. On n'est pas obligé de s'auto-coincer en permanence, H24, tu as une présidentielle qui se termine, tu prépares déjà la suivante. Et puis moi, une fois de plus, à titre personnel, je ne vais pas parler au titre du NPA, moi j'ai appris beaucoup de la France Insoumise sur ce terrain-là. Moi je m'entends en redire qu'on n'aurait jamais de score à 2 chiffres, qu'il ne pourrait pas y avoir d'accident sur le terrain électoral. Je suis obligé de constater que la France Insoumise m'a démontré que c'était possible. Avec le fameux 22%. Voilà. Du coup, je vais poser une autre question. Mais attends, vas-y. Que si tu as une discussion avec eux, il faut l'avoir jusqu'au bout. Tu peux avoir un accident sur ce terrain-là, mais tu peux avoir un accident sur un autre terrain. Et donc ça implique de ne pas penser ta politique qu'en fonction du prisme du jeu parlementaire. Même si la France Insoumise ne fait pas que du jeu parlementaire, j'en ai bien conscience. Mais c'est la manière dont tu conçois l'ordre des choses. Et de la même manière, si on parle de nouvelles constituantes, moi j'attends et je serais gourmand d'avoir une discussion sur ce qu'est une nouvelle constituante, ce que sont de nouvelles institutions, et comment simplement tu t'arrêtes pas à la promesse que je serai le dernier président de la Ve République, et d'avoir un minimum la garantie qu'il n'y en ait pas un nouveau sous la 6e, par exemple. Voilà, ça c'est des discussions qu'il faut continuer à mener. Il y a un débat autour de ça en ce moment même par rapport à la nouvelle campagne de Révolution permanente où justement ils appellent à une nouvelle constitution, à une constituante. Et du coup il y a un petit débat, je ne sais pas si tu as vu, mais entre la conception de la 6e République de LFI et la conception un peu qui s'appelle pas vraiment 6e République chez Révolution permanente, mais il y a un débat qui commence à s'enclencher un petit peu là-dedans, qui est intéressant parce que c'est entre Révolution permanente, qui est un parti vraiment communiste révolutionnaire, à l'ancienne, on va dire, qui n'a pas rejoint le NFP, qui est très critique de la France Insoumise, et de LFI, qui est un parti qu'on peut qualifier de réformiste, mais pourtant, là, il trouve une espèce de terrain d'entente, enfin pas d'entente, mais un terrain de débat là-dessus. Donc je trouvais assez intéressant de voir ça, de voir cette espèce d'aller-retour entre RP et LFI pour parler justement de ces questions de constitution. Je ne m'attendais pas à voir ça. Et... Je suivrai cet aller-retour avec grand plaisir. C'est assez intéressant, c'est de voir. La question de l'Assemblée constituante, il faut que tu comprennes que c'est une longue histoire politique, une très longue histoire. Et par-delà les frontières également. Tu n'as pas une Assemblée constituante qui se ressemble. Et la discussion, en tous les cas, avec la France Insoumise, ça rejoint un peu la discussion sur l'internationalisme. Et de manière d'ailleurs plus générale, la manière dont tu conçois la politique. Est-ce que tu vois d'abord les choses par le haut ou par le bas ? Une assemblée constituante, par nature, elle s'institue le pouvoir souverain. C'est-à-dire la possibilité de rabattre toutes les cartes et d'inventer de nouvelles règles. Donc ça implique que cette assemblée soit le réceptacle d'un processus de transition et de transformation radicale de la société. Donc je pense que ce débat-là, en effet, il faut l'avoir. Et la France Insoumise change parfois d'inclinaison sur ces questions-là. Donc pour moi, c'est un débat. Quand je te dis c'est un débat, ça veut dire que c'est un débat vraiment ouvert et un débat qui est vraiment intéressant. Et il ne faut pas le mettre sous un mouchoir parce qu'on pense que c'est plus l'heure. C'est un débat qu'il faut avoir ici et maintenant. Ok. Parce que oui, effectivement, si on peut changer nos institutions et carrément la Constitution de la République, effectivement, ça paraît, à l'échelle nationale en tout cas, le meilleur moyen de rebattre les cartes. D'ailleurs, on peut s'imaginer qu'un parti révolutionnaire qui voudrait juste, qui a une approche purement presque insurrectionnelle du pouvoir, même en cas de révolution réussie, on va dire, pour ce que ça veut dire, se retrouverait très concrètement confronté à la question de qu'est-ce qu'on fait comme institution ? Est-ce qu'on fait une 6e République ? Est-ce qu'on fait autre chose d'une République ? Si le but, normalement, c'est aussi de s'emparer de l'appareil d'État dans un processus révolutionnaire, mais vraiment franchement révolutionnaire, la question des institutions et de la Constitution se pose aussi. Et c'est vrai que c'est un débat dont on parle. Je suis obligé de te faire une page de pub avant l'heure. Je vais sortir un livre début avril sur cette question-là, qui s'appelle « En finir avec les présidents ». Ok. Justement. D'accord. Où j'apporte ma petite contribution dans les allers-retours respectifs des uns et des autres. Ça marche, ouais. Mais qui est une question importante parce que la question institutionnelle chez les révolutionnaires a la mauvaise presse. Oui. C'est qu'on pense que ça, justement, c'est a priori réformiste. Alors ça ne l'est pas, en fait. C'est comme si le mot république, par exemple, était un gros mot chez les communistes et les révolutionnaires, alors même que quand on regarde très concrètement, l'URSS, c'est l'Union des républiques socialistes soviétiques. Donc moi, c'est pareil, j'ai jamais compris vraiment pourquoi à l'extrême gauche, on va dire, dès qu'on parle de république, direct, ça paraît être du réformisme et de la politique bourgeoise, alors qu'en réalité, non. À un moment donné, comment... Même en cas d'une vraie révolution prolétaire, même si le grand soir arrive, on va dire, comment on se gouverne derrière, quoi. Et donc il y a la partie économique, mais comment aussi créer
une constitution et donc un État qui soit garante des droits des travailleurs et du bouleversement économique. Je te dirais que ça serait plus du côté de l'ordre de la démocratie qu'il faut réfléchir. Parce que la République, le problème, c'est que comme toute notion, elle a été aussi investie par l'histoire et ses différentes séquences. Quand Marx parle de République du travail, il en parle avant toutes les phases, par exemple, du colonialisme français qui vont se faire aussi au nom d'une certaine idée de la République. Sous la troisième, en l'occurrence, par exemple, et puis sans parler de la suite. Donc la question, c'est en effet comment penser une démocratie qui fonctionne tout simplement du bas vers le haut et pas l'inverse. C'est aussi basique que ça, mais c'est un vrai sujet. Et de toute façon, on ne pourra pas la mettre de côté, parce que tu parlais de la situation politique au début de l'entretien, qui est en effet une période de crise et de révolution, et de crise et de guerre, et donc par nature, ça peut être aussi une période de révolution. Des révolutions, ces dernières années, t'en as eu. Des grands mouvements sociaux, t'en as eu. Le problème, c'est aussi la question des perspectives politiques. Et dans les perspectives politiques, il faut savoir réinventer des perspectives émancipatrices sur tous les niveaux en fonction du monde dans lequel t'es. Et pas simplement ce que nous ont légué les livres. Et là aussi, ça fait des différences. Il y a des courants révolutionnaires qui doutent de rien, qui doutent jamais, qui ont la réponse. Moi, j'adorerais vivre comme ça. Ça doit être, psychologiquement, ça doit être peut-être plus, et encore, ça se discute, plus facile à vivre. Mais nous, je pense qu'il faut revendiquer l'idée de douter. On a besoin de douter, parce que douter, c'est la perspective d'imaginer des solutions alternatives. Et douter à plusieurs, y compris douter avec des gens avec lesquels tu n'es pas d'accord. Ça, c'est compliqué. Et douter à haute voix, réfléchir à haute voix. Bah ça, pour le coup, pour moi, c'est le meilleur de l'enseignement, justement, d'un courant révolutionnaire, unitaire et internationaliste. Ok. Du coup, en parlant du doute, c'est quelque chose, je crois que c'est Guillaume Meurice qui en a parlé, parce que tu étais invité chez Guillaume Meurice pour Mediapart, du coup, il n'y a pas très longtemps, et qui t'a posé la question un petit peu, comment lutter face à la résignation par rapport à là, ce qu'on voit, c'est-à-dire déjà Trump aux États-Unis, tout ce bouleversement géopolitique, mais même avant ça, parce que cet entretien datait d'avant, si je dis pas de bêtises, juste face à la montée du fascisme, quoi, tout simplement, qui est déjà quasiment au pouvoir. Et du coup, justement, tu avais parlé du doute. Tu avais dit s'inspirer du passé et se permettre de douter, voire se permettre quasiment d'être déprimé, ne pas se dire, ne pas détourner le regard du désespoir ou de la résignation pour pouvoir mieux l'affronter. Donc, alors après, c'était dans un format d'émission où il est passé d'un invité à l'autre. Et moi, j'aurais bien aimé t'entendre un petit peu plus parler de ça, de comment lutter face à la résignation. Nous, c'est un thème dont on parle beaucoup sur Twitch, parce que Twitch, c'est à la fois un espace qui peut être un espace de discussion, un espace qui est bien pour militer, mais c'est aussi un espace qui est, où on se retrouve. Et je sais qu'il y a plein de gens sur le chat, là, plein de gens qui sont en train de nous regarder. Et bah, parfois, on est là, on est vraiment déprimé. Et le fait de venir sur un live où on se retrouve pour déprimer ensemble, il y a un aspect un petit peu cathartique qui fonctionne très bien. Donc c'est vraiment une question qui est assez centrale, dont on réfléchit beaucoup, le rapport au désespoir, le rapport à la résignation, sur Twitch, dans les espaces de gauche. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, toi? Est-ce que tu as une petite technique, un truc qui te fait tenir le coup quand vraiment, là, c'est des coups durs sur coups durs et tu te dis, on va jamais s'en sortir? Non, j'ai pas de technique, évidemment, il n'y en a pas. Mais je pense que la dépression, c'est comme la colère. Faut pas la garder pour soi. Faut la partager. Même ça, faut le partager. Parce que c'est légitime. Alors je sais que ça, c'est pas du tout. Il y en a qui pensent que c'est pas politiquement correct de dire ça, mais je pense que il n'y a pas plus normal et cohérent de traverser des moments de vertigineux, de questionnement intime, personnel, en se disant c'est pas possible qu'on en soit arrivé à là. À l'échelle internationale et même dans nos propres milieux, puisqu'on fait tous et toutes le bilan de voir à quel point les idées dominantes, elles sont capables de pénétrer tous les secteurs de la société, y compris proches de nous. Et voilà, moi, je supporte, j'ai jamais trop été comme ça, je pense, mais je supporte de moins en moins le côté... faut pas montrer, mais alors, en vrai, t'es quoi? Quand tu rentres chez toi, tu t'allumes la chaîne d'infos, tu penses quoi? En vrai, toi, tu doutes jamais, toi. Toi, ça veut dire, toi, t'es là, tu regardes le truc, tu te dis non, moi, je suis fort, mais non. On a des forces et des faiblesses, et le problème, c'est de trouver un cadre qui nous donne de la confiance. Et ça, il n'y a que collectivement qu'on peut se redonner de la confiance, je pense. Et la confiance à travers, y compris des doutes et des questionnements. Parce que ça marche aussi, le collectif. Voilà, on parlait de fin juin, il s'est passé quelque chose avec le NFP. Ça, si tu as un coup de blues, tu repenses aux 2 heures qui te séparent du deuxième tour sur les plateaux télé, où tu n'avais pas les sondages, tu n'avais pas machin, tu étais convaincu que, puis finalement, c'est pas ça qui arrive. Et puis tu sais que toi, tu as joué un rôle humble à ta place dans ce processus-là. Bah ouais, tu regardes les choses différemment. Bah ça, c'est toujours possible. C'est toujours ouvert à chaque instant. Donc, ça dépend aussi de ce que tu comptes donner politiquement et d'être en phase avec toutes les nouvelles formes de radicalisation, parce qu'on insiste sur la gauche institutionnelle. Mais une fois de plus, il y a une nouvelle forme de radicalisation. Il y a des générations entières qui se sont politisées contre le RN, sur la question du féminisme, sur la question de l'écologie, sur les questions LGBTI, sur les questions internationales, sur les questions de répression policière, sur les questions coloniales. Et voilà, qui arrivent, c'est des nouvelles générations. Donc elles y vont, drapeau déployé, elles donnent des coups de coude, elles disent voilà, nous c'est comme ça, c'est pas autrement. Elles en reviendront aussi à un moment ou à un autre, mais nous, ça forcément
forcément, ça nous percute. Mais ça, là, il y a de l'espoir. Moi, quand Place de la République, dans l'entre-deux-tours, t'entends une place qui est pleine à craquer avec des jeunes qui connaissaient même pas la musique à l'époque et qui crient la jeunesse emmerde le Front National, tu sais qu'il y a des raisons d'y croire. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui passe de génération en génération. C'est jamais la fin du film. Et là, faut surtout pas croire que c'est la fin du film. Parce que le problème, ça a été ça. Tu prends la crise climatique ou même la perspective de l'extrême droite, c'est-à-dire la crise politique, tu pourrais te dire, voilà, c'est tellement apocalyptique que finalement, tout va s'arrêter. Non, c'est dans ce monde-là qu'on va évoluer. Mais c'est ce monde-là qu'il va falloir changer. Et ce monde-là, on peut le changer. Et là où on a une part de responsabilité, c'est pas simplement... garder sa dépression pour soi, sa colère pour soi, parce que même la colère, elle peut mal te conseiller, la colère, quand tu commences à péter un câble tout seul, c'est pas bon. Et moi, heureusement que je suis devenu un militant révolutionnaire. Ça me prémunise de plein de choses, en fait, je crois. Juste le fait de ne pas être tout seul, quoi, déjà, tout simplement. Ouais, puis même de gérer justement ce rapport à la violence de manière différente. Ok, ouais. Ça te donne à la fois un groupe dans lequel évoluer qui fait que tu n'es pas tout seul, et en plus tout un prisme de lecture et des armes plus de l'ordre de l'intellectuel pour affronter tout ce qui arrive. Tu vas dans une manif, tu fais taper sur un flic, si tu as une conscience politique, tu sais qu'en fait, là, tu es dans une confrontation où tu n'as qu'un intermédiaire. Le problème, il est au-dessus. Yes. Quand tu es dans ta boîte, que tu tombes sur un chef d'équipe qui est particulièrement con, qui n'arrête pas de te casser la tête, qui t'appelle, voire qui te harcèle pour faire des heures sup alors que tu lui as dit que tu ne voulais pas le faire, si tu n'as pas de conscience politique, tu vas focaliser sur lui. Si tu en as une, tu comprends qu'au-dessus, il y a un directeur d'établissement et juste au-dessus encore, il y a des consignes qui consistent à... Et toi, tu ouvres et tu as un rapport qui n'est pas le même. Ouais. Moi, je préfère vivre comme ça, à me dire, je vais essayer de passer au-dessus et voir là où est le noyau de la responsabilité. Ouais. C'est une façon de voir les adversaires, le monde, et de nous voir nous-mêmes aussi différemment. Parce que si tu vois que le monde à la portée de main, bien sûr que tu pètes un câble. Et bien sûr que tu commences à croire que celui ou celle d'à côté a plus de droits que toi et donc des privilèges, et qu'à ce jeu-là, vaut mieux être dans le public que dans le privé, à ce jeu-là, etc., vaut mieux être français qu'immigré, etc. Et t'en finis pas. Et voilà. Et donc, il y a un moment, je pense qu'il faut... On a la force du nombre, on ne s'en rend pas compte, et pour ça, il faut avoir une conscience politique, quelle qu'elle soit. Une conscience politique, c'est pas simplement en étant au NPA l'anticapitaliste dont on parle, mais c'est de s'engager d'une manière ou d'une autre. Ok, alors justement en parlant un petit peu de lieux, d'espace où on se retrouve et on se rend compte que déjà on n'est pas tout seul et puis même qu'on est parfois beaucoup plus nombreux qu'on a l'impression, c'est parfois des espaces qui ne sont pas directement liés au militantisme mais qui peuvent plus être liés à la culture, l'art, etc. Et je trouve d'ailleurs qu'il y a de plus en plus d'artistes, même de créateurs de contenu sur Internet qui d'habitude ne parlent pas de politique, prennent de plus en plus position parce que au fur et à mesure de la fascisation du monde, là, effectivement, il y a tout un tas d'artistes qui, le monde de l'art et de la culture est quand même peut-être un petit peu plus à gauche qu'à droite, en tout cas je pense que c'est pas un milieu de facho, on va dire. Et donc moi j'aimerais parler un petit peu des liens justement entre militantisme et art et culture. Et pour ça, alors moi je sais que tu as des liens avec l'art et la culture et notamment la musique. Tu as même alors j'ai été regardé, je me suis renseigné, je pense que tu es le seul candidat présidentiel de l'histoire de France à avoir une page Discogs en tant qu'artiste. Ouais, t'as une page Discogs en tant qu'artiste parce que t'as fait un peu de musique et surtout t'as connecté avec des musiciens, donc des rappeurs du 18e arrondissement que moi je connais et j'écoutais un petit peu à l'ancienne. Et donc j'aimerais qu'on regarde cet extrait, c'est le dernier extrait si tu peux le mettre, pour après un petit peu profiter du dernier quart d'heure qui nous reste pour parler un petit peu déjà de toi, ton rapport à l'art, la culture et la musique en particulier, et comment on peut créer peut-être des ponts entre des espaces plus militants, des espaces qu'on déteste la carrière musicale, alors je sais pas, non. Ça va ? Elle est courte, ça va. Ok, ouais, elle est courte. Mais quand même, t'as quand même une page Discogs. Non, mais je suis super fier d'avoir fait ça. Oui, évidemment. Surtout qu'en plus, alors Moclès, pour ceux qui connaissent pas, il est issu d'un collectif qui s'appelle la Secret Connection, qui est un collectif archi culte finalement du rap des années 90-2000 et du mouvement qu'on appelait un peu rap conscient, un rap qui était très 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 engagé. Et donc c'est aussi un collectif de rap qui est issu de Barbès, du 18e arrondissement, où toi, t'as vécu la majeure partie de ta vie, il me semble à peu près. Ouais. Voilà. Et donc je voulais savoir un petit peu déjà comment elle s'est fait cette connexion avec Moclès de la Secret Connection ou d'autres. Est-ce que c'est plus via l'aspect politique, parce que eux c'est des rappeurs qui sont très politisés, ou est-ce que c'est plus l'aspect musical, parce que toi t'es un politicien qui aime la musique. Je voulais savoir, ou est-ce que c'est même autre chose, que tu saches savoir un petit peu comment cette connexion s'est faite, sachant que je trouve ça assez singulier, et je trouve ça vraiment intéressant, sachant que moi c'est un groupe que j'ai pas mal écouté, la Secret Connection. La connexion exacte, je pourrais plus te dire. En tous les cas, moi je sais comment je les voyais déjà à l'époque et je les vois, c'est-à-dire un grand fan tout simplement du 18e, puis c'est un groupe que j'avais déjà vu, même ne serait-ce qu'en concert, dans les concerts de la Goutte d'Or, donc j'écoutais les albums. Et quand la connexion s'est faite, j'étais super fier, pour moi c'était évident, puis on continue à se croiser de temps en temps dans le 18, dans leur boutique, la Scred. J'ai déjà croisé devant la Scred boutique une fois, j'ai déjà croisé une fois. Et donc non,
Et puis c'est un petit milieu, mais moi, voilà, c'est pas mon milieu. Des fois, nos chemins se croisent. Et puis, des fois, on est connecté, des fois, on l'est moins. Mais il y a des passerelles, mais il ne faut pas les forcer. Je pense que ça ne sert à rien. Chacun est dans son registre. Et des fois, il y a des bonnes passerelles, il y a des bonnes connexions qui se font. Là, je te parle en même temps que je raisonne, mais par exemple, quand j'entends Gilles Perret au César pour son documentaire La ferme des Bertrands, que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu, faire le discours qu'il a tenu, moi, ça m'a donné envie de partir en manif. Et franchement, voilà, tu parles de moments, si ça ne va pas, écoutez le discours de Gilles Perret au César. Il dit tout. Il dit tout en 2 secondes. Voilà, il dit il y a le danger fasciste d'extrême droite, il faut s'en mêler. Et donc il y a des connexions dans l'art, dans la musique, mais après chacun est dans son domaine. Et puis il y a des moments où les artistes se mouillent. On aimerait qu'ils se mouillent plus. Et puis en même temps, voilà, ça dépend des époques en réalité. Je pense que c'est à l'image tout simplement de la période, tout simplement, dans laquelle on est. On ne peut pas forcer le destin au-delà de ce qui est possible objectivement. Ouais, évidemment. Ouais. Mais c'est vrai que moi je trouve qu'on voit de plus en plus d'artistes, d'artistes ou de gens qui sont dans le milieu de la culture, on va dire de manière générale, un petit peu plus engagés. Mais même plus largement, moi je trouve que quand on est militant et qu'on a vraiment un peu la tête dans le guidon militant tout le temps, on pense qu'à la politique, parfois on oublie presque, finalement, pourquoi on se bat, quoi. Pour quelle société on se bat. Alors on le sait de manière un petit peu abstraite, on le vit tous les jours, mais parfois on se dit c'est quoi finalement la finalité. Et moi je trouve que l'art et la culture, parfois, en tant que militant, on a tendance à oublier que c'est super important, ne serait-ce que pour son équilibre mental face à la résignation. Pouvoir aller à un truc et se dire ah bah voilà, c'est aussi ça la vie, c'est l'art, dans des milieux où en plus parfois on voit que les gens nous ressemblent un petit peu et on se doute que politiquement ça connecterait assez bien par ailleurs, quoi. Et donc là tu vois, je vais te citer et une anarchiste et un président socialiste, et Allende et Emma Goldman, qui est une anarchiste féministe aux États-Unis. Elle disait de mémoire si vous voulez faire la révolution sans danse, revenez me voir. Et Allende dit il n'y aura pas de révolution sans musique. Voilà. Bon, après, sur la révolution, je ne sais pas si je ferai forcément confiance, mais sur la musique, en tous les cas, oui. Mais tu as raison, c'est l'art, la culture, ça fait partie de l'émancipation. Mais nous, on a aussi, l'art, c'est un domaine qui doit échapper à tout domaine de contrôle d'une doctrine socialiste, quelle qu'elle soit, oui, évidemment, d'un parti, d'un appareil d'État. Ça n'a pas toujours été le cas. Dans le bilan catastrophique des pays de l'Est dont on parlait, il y a aussi cette expérience-là. Et nous, la seule devise qui aille, c'est toute licence en art. Toute licence en art. C'est-à-dire, il faut laisser les artistes à leur création et pas chercher à imposer. Et ce qui fait du coup qu'il y a des passerelles qui peuvent s'établir, mais qui s'établissent naturellement, faut que ça se fasse de sur la manière base organique, quoi. de vraie connivence et de respect mutuel par rapport à ce que sont les uns les autres, leurs registres spécifiques et en même temps les plateformes communes qui peuvent exister. Ouais. Parce que sinon après ça s'appelle tout simplement presque de la récupération. D'ailleurs le PS a pas mal fait ça dans les années 80-90 jusque dans les années 2000 il me semble, à se retrouver un petit peu à se dire oh regardez on a connecté avec cet artiste et tout, il appelle à voter PS et on voit très bien que tout ça, vu que c'était de la récupération, qu'il y avait ce côté où c'était pas naturel, ça menait à rien. Mais à côté de ça c'est vrai que parfois on voit des espèces de ponces créées naturellement sans qu'on s'en rende compte, et généralement c'est plus de l'initiative des artistes qui vont se déclarer eux-mêmes sympathisants même pas d'un mouvement en particulier, mais sympathisants d'un camp politique, on va dire. Et moi c'est vrai que je trouve ça assez intéressant de voir un petit peu comment ça bouge de ce côté-là, et j'ai l'impression quand même que peut-être plus on va aller vers la fascisation, plus les artistes vont peut-être aussi faire partie de cette union la plus large possible, cette union un peu antifasciste la plus large possible. Donc je trouvais ça un petit peu intéressant de parler avec toi. Alors je voudrais finir aussi là-dessus, parce que là on parlait un petit peu de musique, mais tu es en train de réaliser un documentaire en ce moment. Donc ça, réaliser un documentaire, il y a à la fois une part artistique, une part de création artistique, avec des choix de réalisation, etc. Et en même temps, c'est un travail militant. Donc toi, comment tu vois ça, la réalisation de ce documentaire? Encore une fois, tu vois plus comme un militant qui fait un travail militant quand tu réalises un documentaire, ou au contraire, c'est vraiment plus une approche artistique? C'est quoi ton rapport à ça? Je serais incapable de te le dire. C'est compliqué. Je suis en train de le vivre, donc je fais un film documentaire sur le Chili, sur le MIR dont je te parlais tout à l'heure, et notamment une histoire particulière dans cette histoire qui est celle d'un courant de la gauche révolutionnaire qui a eu vraiment un impact important et qui a une relation personnelle et militante avec notre courant politique et avec ces locaux dans lesquels on fait cette émission, puisqu'il y a eu des militants et des militantes réfugiés chiliens et chiliennes qui ont milité dans nos rangs, qui ont travaillé, y compris à l'imprimerie. Et donc, en fait, mon histoire, elle commence ici, dans l'imprimerie, et elle essaie de raconter une histoire politique en essayant de sortir de mes travers de militant. Donc, j'ai fait des formations pour me forcer un peu dans ce cadre-là, pour essayer de raconter une histoire qui soit pas un tract, qui soit pas une brochure, mais qui soit d'essayer de raconter
un récit, mais je serais incapable de répondre à ta question. Déjà, je vais essayer de le finir, ce documentaire. Et une fois que je l'aurai fini, peut-être que j'aurai peut-être une réponse ou pas. Ouais, après, dans le processus créatif, parfois, au final, on ne réfléchit même pas vraiment à tout ça, quoi. C'était aussi histoire de parler un petit peu de ton activité de réalisateur, finalement, histoire de faire un petit peu d'auto-promo. On n'est pas à la télévision, mais non, mais presque. C'est le petit instant promo. D'ailleurs, j'avais envie de le faire aussi. Le documentaire sur Rouge, la couleur qui annonce le journal, on essaie de le... Enfin, c'est pas qu'on essaye, on fait des projections dans des salles, des salles où il y a des militants, des militantes, parfois moins, parfois plus. C'est l'occasion justement de faire découvrir cette histoire-là, et puis ensuite on verra. Et ça, on l'a fait à l'arrache, on l'a fait dans ces locaux. Là-dessus, j'étais pas seul, il y a toute l'équipe vidéo qui s'occupe de notre chaîne, l'Anticapitaliste, puisque si tu veux faire de la promo, je vais te faire de la promo. Ok. Ok, super. Bon, bah alors, je voulais finir un peu là-dessus, pareil, sur le milieu un petit peu culturel, parce que j'ai parlé de la musique, j'ai parlé aussi de ton travail, plus de réalisateur, l'aspect peut-être un petit peu plus artistique, mais on parlait du 18e arrondissement. Moi, figure-toi, pareil, que j'ai grandi dans le 18e arrondissement. Il me semble t'avoir vu aussi publier une story sur le Red Star, le club des foot. Donc toi, est-ce que t'es... Ou alors je me trompe. Ah ouais, non, là, on va être mal barré. Ah ouais, pourquoi ? Oui, j'ai publié le Red Star parce que ça, c'est les connexions footballistiques du 18e qui nous emmènent à Saint-Ouen. Mais comment dire... moi, je suis vraiment un compte parisien, je suis pour le Paris Saint-Germain. Ok. Voilà. Bon, mais voilà, j'adore le Red Star, je suis pour qu'ils aillent très loin. Okay. Et il ne faut pas que j'en parle parce que plus ça va et plus c'est compliqué dans les contradictions intimes et personnelles à assumer. Il n'y a pas que les contradictions internes du capitalisme, il y a les contradictions footballistiques aussi. Et c'est sans commune mesure. Les miennes sont beaucoup plus importantes, c'est clair. Ok, parce que moi je trouve que justement, tu vois, moi, ce truc un peu 18e arrondissement, la Secret Boutique, la Secret Connexion, les artistes dont on parlait tout à l'heure, même le Red Star, tout ça, c'est aussi presque comme un milieu qui est assez lié à l'antifascisme, à certaines organisations antifa. Moi, je sais que j'ai plusieurs potes, justement, avec qui j'allais voir les matchs du Red Star, et qui étaient aussi fans de rap, qui ont même fait des freestyles pour certains, à la Secret Boutique, etc., etc. Et moi, je trouve ça assez intéressant quand même de voir, du coup, un homme politique qui pourtant est assez connu médiatiquement, et quand même un ancien candidat à la présidentielle, se retrouver être un petit peu dans ce même milieu, un petit peu du 18e arrondissement. Et peut-être que on a aussi besoin de ça un petit peu en politique, d'avoir des gens qui, par ne serait-ce ce qu'ils sont, représentent déjà quelque chose d'un ordre un petit peu plus culturel et pas juste à propos de mots d'ordre politique, quoi. Donc, non, c'est sûr. Tu aurais pu parler du Ménil aussi dans les. Ouais, le Ménilmontant qui a fermé il n'y a pas longtemps, si je dis pas de bêtises. Et le après sur le 18, moi c'est mon quartier, j'ai mes connexions, mais je suis sorti de ça à un moment quand j'étais très exposé médiatiquement. On me demandait de faire des trucs pour dire voilà, ton équipe de foot, ta salle de boxe, tes potes, tes machins. Et je l'ai fait. Je suis pas sûr que c'était la meilleure idée du monde, parce que moi, je sais qui je suis, ce que je fais, avec qui, et voilà. Et puis, je suis surtout plus dans ce registre-là. Moi, je suis plus porte-parole du nouveau parti anticapitaliste. Il y a d'autres porte-paroles, on va en avoir d'autres. C'est des tâches militantes, il faut que ça tourne, et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça, et pour nous, c'est parce que tu sais, t'as tout le côté, comment dire. Nous, on est des militants et des militantes, donc on n'a pas besoin de chercher à faire la démonstration artificiellement. qu'on est lambda, quoi, en fait. En fait, on est lambda. On a ou pas un travail. Sur le temps qui nous reste, on s'engage pour essayer de faire entendre notre cause et nos causes. Et voilà, on essaie d'être comme on est. Mais c'est clair, dans le 18e, il y a des bonnes connexions, y compris footballistiques. Ok. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. De toute façon, il est 13h27. Toi, tu devais partir à 13h30. Exactement. Voilà. Ok, je vais te laisser maintenant. Et sans bug. Et sans bug. Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu des bugs au tout début, mais c'était pendant l'écran d'attente, ça s'est parfaitement réglé. Ce qui dit long quand même sur nos compétences techniques. Mais c'est bien. Alors il faut saluer. Oui, j'avoue, on n'a même pas remercié. Alors déjà, merci. T'as le petit personnel, tu vois comment t'es. J'ai failli oublier, mais j'allais faire la conclusion. Donc oui, déjà, merci au NP. Déjà, merci à toi, Olivier, d'avoir accepté l'invitation. J'espère que ça t'a plu. J'ai passé un très bon moment. Je trouve que c'était intéressant. Merci au NP à l'Anticapitaliste de nous accueillir aussi dans leurs locaux. Et merci à Nico à la régie qui a fait du super travail, même s'il a débranché un câble HDMI à un moment donné pendant l'écran d'attente. Et que ça a fait cracher OBS. Mais à part ça, c'était super. Donc c'était une toute première pour moi de faire comme ça une interview en plateau. Et c'était aussi une toute première sur ce plateau-là de faire un live en direct sur Twitch. Donc, les convergences. Voilà, les convergences qui se font. J'espère que ça s'est bien passé de votre côté. Le chat, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, on va se quitter. Et du coup, alors en musique de fin, on va pas faire de raid aujourd'hui. Je viens de voir d'ailleurs qu'il y avait eu des gros trains de hype et beaucoup de subs, beaucoup de soutien. Donc merci beaucoup encore pour votre soutien. Là, je crois qu'on a explosé le dernier record. Merci beaucoup. Vous pouvez compléter avec la souscription pour. Voilà, exactement. Vous pouvez aussi compléter avec une souscription pour le NPA. Il n'y a pas que vos influenceurs préférés dans la vie. Donc je vous dis à plus tard. Et puis merci d'être passé. Bye. Ciao. Merci à toi.